Bonjour, bonsoir à vous tous. Nous sommes le dimanche 1er janvier 2017. C'est une nouvelle année que la grâce du Seigneur nous a encore de nouveau offerte. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Ces 365 jours que nous venons de passer, nous sommes en pleine santé. Je suis sûr, vous aussi, vous êtes également en pleine forme. Je voudrais m'acquitter donc de cette tradition à la veille ou à l'orée d'une nouvelle année, de vous présenter mes voeux, les meilleurs d'une bonne et heureuse année 2017. Au cours de cette année, je souhaite simplement que vous viviez votre vie et que vous ayez le courage de supporter toutes les épreuves qui viendront au cours de l'année. Merci aussi pour votre aimable fidélité à l'émission Un œil sur l'actualité. Vous voyez, pas de repos. 1er janvier, nous sommes au poste pour vous servir encore les analyses, les commentaires sur les grands sujets qui font l'actualité. Au cours du numéro de ce 1er janvier, nous allons revenir sur les sujets brûlants de l'actualité de cette semaine, notamment les rapports de la Coupe d'Afrique des Nations 2013 qui ont enfin été présentés au peuple togolais. Beaucoup de personnes sont quand même restées sur leur soif par rapport aux conclusions de ce rapport. Nous parlerons également dans cette émission du budget 2017 qui a été adopté par l'Assemblée nationale. C'était le mardi dernier. La tradition l'a également été respectée. Unir à voter pour, l'opposition contre. Nous verrons avec notre invité pourquoi ce vote est contre et quels sont les griefs que chacun d'entre eux porte à ce budget. Il sera également question d'une visite que des parlementaires togolais ont effectuée en territoire allemand pour aller apprendre du peuple allemand. Et puis, nous reviendrons sur la situation au sein du parti même de notre invité. Ce parti a traversé une zone de turbulence. Est-ce que cette turbulence est derrière? Mon invité pour évoquer ces sujets, c'est l'honorable député à l'Assemblée nationale, Jean Kissi. Bonsoir. Bonsoir, Samuel. Vous êtes le secrétaire national du comité d'action pour le renouveau. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie de l'occasion que vous m'offrez. Vous savez, il y a peut-être 14 mois que je ne suis plus allé sur les médias, surtout télévisuels. On peut dire que je me suis enterré un peu dans un demi-silence médiatique. Et je suis heureux et c'est le fruit du hasard. Mais est-ce que le hasard même existe-t-il? Que c'est effectivement un 1er janvier, c'est-à-dire qu'à l'ouverture juste d'une nouvelle année, que ce n'est pas arrangé d'avance, puisqu'il y a des phénomènes qui nous ont fait reporter à plusieurs reprises, que nous arrivons à faire cette émission. Je crois que c'est peut-être le signe du destin, non pas le fruit du hasard. Je voudrais vous remercier pour ça. J'espère que vers la fin de l'émission, vous me donnerez la parole pour présenter mes vœux à nos chers concitoyens. Donc je les salue, tous les spectateurs. Naturellement, comme cela se doit, vous aurez la parole à la fin de l'émission. Alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet, comme je viens de l'annoncer. Nous parlerons donc des rapports de la participation des éperviers du Togo à la Coupe d'Afrique des Nations 2013, si ma mémoire est bonne, puisque je ne suis pas trop grand fan de football. C'est en cette année que le Togo a réussi à franchir le cap des quarts de finale. On a vu tous les démêlés qu'il y a eu en Afrique du Sud. Et enfin, 3 ans plus tard, on a le rapport. Honorable, je vous invite d'abord à regarder ce reportage de Lela Demdjikanou sur la présentation de ce rapport. Les Togolais attendaient incessamment ce moment, la publication officielle des comptes de la gestion de la participation du Togo à la Coupe d'Afrique des Nations en 2013. À l'orée d'une nouvelle participation des éperviers à la Coupe d'Afrique des Nations, comme quoi mieux vaut tard que jamais, les comptes viennent d'être présentés. Après l'audit de la gestion des fonds et des comptes bancaires, voici ce qui en ressort. 2,257 milliards de recettes, 2,886 milliards de charges. Ça fait une perte de 629 millions. Voilà la perte, le déficit CAN 2013, 628 968 737 francs. Pour le cabinet d'audit, il manquait certaines pièces probantes pour affirmer avec exactitude des chiffres qui n'avaient plus de traçabilité dans les comptes. Conséquence directe de l'absence de règles de gestion et de suivi administratif du comité. Aujourd'hui, le vin est tiré, il faut donc le boire. Une leçon s'est donc dégagée de cette gestion calamiteuse et hasardeuse, de quoi être prudent et avant-gardiste à l'avenir. Nous avons tiré les leçons de ce rapport d'audit et pour
notamment les manifestations sportives de grande ampleur ou de faible ampleur à venir, au niveau de l'organisation, au niveau de la collecte des fonds, si on fait appel à l'épargne publique, au niveau des décaissements et autres, eh bien, ce seront les règles d'orthodoxie financière. Et là, s'agissant d'opérations ou de manifestations organisées par l'État, les règles de gestion des finances publiques qui seront appliquées. Et là, vous savez qu'elles sont très contraignantes et ne laissent pas du tout la place à l'improvisation. Pour l'heure, des mesures sont en cours pour faire le recouvrement des fonds et demander aux responsables en question de comptes rendus. Alors voilà Jean Kissi, avant d'entrer dans les détails des chiffres qui ont été donnés, est-ce que vous êtes satisfait qu'enfin on connaisse ce qui s'est passé, la gestion qui a été faite de nos fonds en 2013? Non, comment satisfait? Moi je suis furieux. On dit là, mieux vaut tard que jamais. Non, c'est des formules bidons. Cette fois-ci, tard a gâté les choses. Il faut le reconnaître. Parce que nous sommes à la veille d'une autre canne. Oui. Les Togolais ne seront plus dans l'enthousiasme de financer la Fédération nationale. Ça veut dire quoi cette formule? Mieux vaut tard que jamais. Dans ce cas-là, non, il ne faut pas aller réciter les formules toutes faites comme un élève qui ne réfléchit pas et qui, vous savez, les gens parlent souvent de ce terme d'intellectuel taré parce que les intellectuels peuvent quelquefois avoir des tares. Non, je suis furieux parce que je ne sais pas si vous vous rappelez que ça c'est mon sujet. J'ai dû souffrir des mois. Mon interpellation sur le sujet des comptes de la CAN date du 17 avril 2014. 17 avril 2014, ça veut dire que l'année qui suit la CAN en même temps. Mais pourquoi j'ai posé une interpellation? Parce que j'ai eu des informations sérieuses, des informations de sources assez sûres, des gens qui sont allés en Afrique du Sud et qui ont pris 2 chambres d'hôtel luxueuses. La même personne, 2 chambres luxueuses, c'est-à-dire qu'il a 2 chambres luxueuses pour la même nuit, pour gérer ses affaires et pour gérer ces trucs-là, pendant que les joueurs, les Cheikh Adebayor, les Gapé sont en train de souffrir sur le terrain. Vous imaginez que des joueurs internationaux, des joueurs pros, ils sont à l'aéroport, ce n'est pas parce qu'il y a eu un acte de terrorisme ou etc., parce qu'on n'a pas pu louer un avion à temps et on n'a pas pu payer les frais à temps, ils sont obligés de se coucher sur leur sac à l'aéroport. Et on viendra nous dire mieux vaut tard que jamais. Non, mais il faut être au Togo pour vivre ça. Si vous êtes dans un pays où vous commettez des trucs comme ça, vous allez directement devant les tribunaux, on ne viendra pas nous réciter mieux vaut tard que jamais. Non, non, moi je suis furieux. Je suis sérieusement furieux sur cette affaire et je crois que les conséquences doivent être tirées. Vous savez, en octobre, quand le ministre des Sports est venu chez nous, il nous a promis le rapport dans 1 semaine à l'Assemblée, vous vous rappelez. Vous savez ce que c'est que les promesses ministérielles. Voilà, nous n'avons jamais eu ce rapport. On nous avait promis que des routes seraient finies avant tout à fait. Nous n'avons jamais eu ce rapport. Et heureusement, vous les journalistes, à la suite de cette question au gouvernement, vous avez pris le relais pour que finalement le rapport soit publié. Moi, je considère que ceux qui ont mal géré, il faudrait que le gouvernement puisse les ester devant la justice. Alors, mais le problème du rapport qui a été présenté, c'est vrai, on nous dit que les recettes totales, c'était de 2 250 416 370 francs, et les dépenses se chiffrent à 2 886 385 107 francs. Donc, il y a un trou de presque 629 000, mais on ne situe aucune responsabilité. On ne sait pas qui a utilisé quel fonds, à quel dessein. Tout à fait. D'abord, l'orthodoxie dont le ministre parle voudrait qu'on sache d'où va venir le gap. Oui. Le gap devait venir avant, pas après. Un budget est toujours situé, équilibré en recettes et dépenses. Oui. Quand on se met au niveau d'un gouvernement, au niveau d'une fédération, et on a un budget qui n'est pas équilibré en recettes et dépenses, il faut au moins, même si les recettes n'atteignent pas, que ça soit équilibré avant son utilisation par un emprunt dont on connaît l'origine, dont on a déjà signé les contrats. Comment est-ce qu'on peut gérer un pays comme ça? Et puis ce qui est grave, ce n'est pas le gap. Je vous dis, même les 850 millions qui ont été dépensés pour la restauration et l'hébergement, mais nous avons dépensé en restauration et en hébergement de l'argent, nous qui sommes arrivés en quart de finale, plus que les 2 équipes qui sont allées en finale, qui viennent de grands pays qui ont de plus colossaux moyens que nous. Mais attendez, là, non, ça, on est où, là? Quelqu'un fait une émission, il dit, on est où, là? Non, mais c'est quand même grave. Et on fait des dépenses diverses de 80 milliards.
Alors, comment 80 milliards peuvent être dépenses diverses? 80 millions. 80 millions, voilà. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que 200 000 puissent être des dépenses diverses. Vous faites un entretien dans un bar avec un responsable, etc. Mais 80 millions de dépenses diverses dans un pays où même quand vous prenez le café, vous avez un reçu. L'Afrique du Sud n'est pas un pays en recul, etc. L'Afrique du Sud est un pays émergent. Quand vous prenez le café, vous avez un reçu. Quand vous prenez le taxi, vous avez un reçu. Quand vous prenez une chambre d'hôtel, vous avez un reçu. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à avoir 80 millions de dépenses diverses? Et puis, on a un dîner de gala à 30 millions. Attendez, là. Les joueurs mouillent le maillot. Ils perdent leur vie. Ils se blessent. Ils vont à l'hôpital. Et quelqu'un va organiser un dîner de gala pour 30 millions. C'est quoi? On est au temps d'avant la démocratie où on fait un dîner de gala, on achète du piment pour 1 million. On a connu ça dans ce pays. Piment 1 million. Oignon 2 millions 280 000. Mais on est revenu à ce genre de schéma sous le régime de Faure au 21e siècle. Non, il y a des habits qu'on ne porte pas. Est-ce qu'il y a quand même ici des intentions de protéger des gens ou bien après on nous dira qui a fait quoi? Non, depuis les informations, nous avons des informations que des gens sont protégés. De toutes les façons, ce n'est pas une question... Parce que vous vous rappelez qu'un ancien Premier ministre nous a promis qu'aucun franc ne resterait par devers un Togolais. Tout à fait, tout à fait. Et la question aujourd'hui, c'est de tirer les personnes devant leurs responsabilités. Vous savez, moi j'ai piloté ce dossier depuis avril 2014 jusqu'à maintenant. Les journalistes ont pris le relais, ils ont fait du bon travail, mais je pense que le gouvernement doit faire son travail. Ils doivent ester les gens devant la justice. Mais moi je donnerai un délai. S'ils ne le font pas, on doit aller jusqu'au bout. Moi, j'étudierai avec un certain nombre d'avocats les moyens de voir si un député comme moi peut porter plainte comme X devant la justice pour que les gens soient situés devant leurs responsabilités. Non, j'irai jusqu'au bout, quel que soit ce que ça doit me coûter. Alors, mais aujourd'hui, hein, ce rapport est connu. Vous l'avez dit quand même en entame, le Togo se prépare à aller à une nouvelle CAN. Est-ce que ça va quand même dire aux gens, bon, puisque c'est fait, on va les soutenir, ou bien ça va démoraliser? Non, moi je crois que ça n'aura plus le même engouement qu'avant. Oui. Non, il y a quelque chose qui est... On dirait qu'il y a un fil qui est coupé, quoi. Il y a quelque chose qui est blessé. Moi, ce que je dirais, et c'est peut-être ça ne va pas bien retentir dans l'oreille de certains, mais souffrez que moi je puisse dire encore aux Togolais que le football, c'est la seule chose qui nous réunit ensemble. En tout cas, au-delà de tout, il n'y a pas de sujet sur lequel on n'est pas divisé. Les partis politiques sont divisés, les associations de journalistes sont divisées, les associations de la société civile sont divisées, les syndicats sont divisés. La seule chose qui nous réunit, c'est le football. Donc moi, je supplierai encore les Togolais pour une fois. Le sacrifice, c'est pour les joueurs. Ce n'est pas pour le gouvernement. Oui, mais quand nous, hein, vous savez, moi aussi j'ai appelé, on a enlevé un franc de mes coups de fil. Et que des gens qui ont déjà une belle vie vont encore se permettre de prendre mes miettes pour s'offrir davantage une belle vie, ça ne vaut plus la peine. Oui, mais pour les joueurs, souffrez que nous fassions encore une fois. Eux-mêmes qui jouent, vous voyez les conditions dans lesquelles on va les mettre là-bas? Oui, mais ils ne peuvent pas aller à la CAN à 0 francs. Nous, au niveau du budget que nous avons voté cette année, nous avons fait un effort de 500 millions. Nous étions prêts, les députés étaient prêts à aller plus loin. Mais le gouvernement n'était pas prêt à faire l'équilibre nécessaire pour aller un peu plus loin. Donc, moi, ce que je dirais, je ne peux pas faire une campagne aujourd'hui pour que les Togolais tournent le dos aux éperviers. Moi, je dis, souffrez, faisons encore l'effort pour les éperviers, mais en même temps, soyons unis, faisons ensemble le combat pour que ce dossier de la CAN 2013 puisse être totalement élucidé et qu'on puisse ester les gens devant les tribunaux, devant les justices. Moi, je crois que c'est le chemin qu'il faut nécessairement suivre. Nous devons continuer de soutenir on va à la les CAN éperviers. En 2017. Tout à fait. Dans deux semaines. Oui, nous prions que nous puissions aller plus loin que les quarts de finale. Tout à fait. On risque d'avoir le rapport en 2020. Oui, mais ce que je dis, oui, mais ça c'est aussi un point important. Alors, ces affaires de commission, de comité, moi je ne les aime pas. Franchement. Il faut faire comment alors? Il faut, et il y a un ministère qui est chargé de ce portefeuille. Mais alors, arrêtons de blaguer là. Mais là, il y a un ministère... comme une panacée qui avait été trouvée à l'époque pour empêcher que les gens ne puissent se disposer des fonds comme ils veulent. Mais et voilà. À qui pouvez-vous vous attaquer aujourd'hui lorsque les faits sont passés comme ça? Vous parlez d'un Premier ministre qui est parti,
Vous parlez de si, il y a des directeurs de banque qui ont été appelés, qui ont été les gestionnaires de fonds, mais entre-temps qui ont été sautés de leur banque, on sait où ils vivent aujourd'hui. Vous voulez faire comment? Non, il faut revenir à l'orthodoxie. Moi, je crois que le football, c'est la fédération qui gère. Et il y a un ministère. Alors, il faut faire en sorte que ce soit le ministère et la fédération qui gèrent la CAN 2017. Un point, un trait. Un portefeuille ministériel est un portefeuille ministériel. Nous sommes dans une république. Est-ce que nous voulons évoluer dans un État républicain ou nous voulons évoluer dans une république bananière? Si nous voulons être dans un État républicain, revenons à l'orthodoxie. Parce que lorsque au moins c'est le ministre qui fait, on peut l'interpeller devant la justice. Et c'est pour ça que les réformes sont importantes. Nous voulons évoluer vers une situation où les ministres peuvent être censurés individuellement. Ce n'est pas le gouvernement seulement dans son ensemble qui doit être pouvoir censuré par l'Assemblée. L'Assemblée doit pouvoir censurer chacun des ministres qui commet des erreurs dans sa gestion, qui commet des fautes graves. Des erreurs, on peut pardonner à chaque homme, mais qui commet des fautes graves dans sa gestion. À partir de ce moment, si c'est le ministre qui gère, nous interpellons, si nous ne comprenons pas, nous introduisons une motion de censure contre le ministre tombe, et à partir du moment où il tombe, il peut aller devant la justice. Il est démis de toutes ses prérogatives, et il peut en ce temps-là aller devant la justice. Nous revenons dans ce cas dans une orthodoxie, dans une forme régalienne de l'État. Moi, je crois qu'il faut plutôt revenir à ça. Ce n'est pas dans la composition actuelle de l'hémicycle que ça va se faire. Non, non, on est d'accord. C'est pour ça qu'on veut évoluer vers les réformes. Mais en attendant, il faut revenir à l'orthodoxie, en attendant que peut-être d'ici 2 ans, ou bien 1 an et demi, que l'opposition ou les forces démocratiques puissent remporter les élections, et pour qu'on puisse mettre ces mécanismes en branle. Voilà, on ne va pas ne pas vouloir commencer les pas, parce que pour le moment, les dispositions ne sont pas prêtes, que ça ne donnera aucune conséquence. Si moi, je voulais faire comme ça, on ne serait pas à ce niveau du travail des députés aujourd'hui. Les gens me répètent tout le temps, les aînés que je vois me répètent tout le temps qu'autant de mois au peuvent avoir, donc l'Assemblée d'avant les années 90, quand le budget vient, vous ne faites même pas 30 minutes de questions dessus. Surtout le budget. Quand vous voulez réagir, on vous dit, mais est-ce que vous savez que le président a déjà lu le budget, il est d'accord? Mais vous voulez dire quoi? Et tout le monde lève la main, le budget passe. Mais aujourd'hui, les choses évoluent. Si je veux dire, non, pour le moment, les conditions ne sont pas réunies, on ne va pas commencer, aucune interpellation ne va passer à l'Assemblée nationale à nos jours. Voilà. Heureusement que ça passe. Alors, nous allons venir aussi à nos internautes qui font les questions, cette émission avec nous sur Facebook. Il y a Marcel Akpadja qui, sur la CAN, il demande pourquoi il faut attendre une autre CAN pour pouvoir faire les comptes au peuple. Oui, c'est exactement la question. Mais vous savez, tout ce que nous avons subi. Voilà comment le pays évolue. Mais on est dans un état où il y a encore de l'opacité. Il y a du blocage, il n'y a aucune volonté d'ouverture, c'est-à-dire que la reddition des comptes est un vocabulaire qui est exclu du dictionnaire de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Alors il poursuit, il dit, ne voyez-vous pas que c'est la pression du peuple, de la société civile et des syndicats et des ODDH qui disent pas de compte, pas de cotisation, qui fait que le gouvernement est obligé de donner ce compte? Tout à fait. Tout ça est bien, mais nous devons aller plus loin. Pour nous, nous devons aller plus loin. Il ne suffit pas d'exiger et finalement on publie des comptes. Lorsqu'on n'en tire pas les conséquences, c'est de l'amusement qu'on ait publié les comptes. Voilà. Il faut qu'on continue à maintenir la pression jusqu'à aller à ce que les gens répondent de leurs faits devant la justice. S'il faut que, malheureusement sur ces questions, c'est la société civile qui doit être devant. Oui. Si la société civile nous appelle pour des manifestations, devant la primature qui a eu à gérer la commission, 2, 3 jours durant, jusqu'à ce qu'on prenne des dispositions au niveau de la justice, on est debout. En tout cas, moi, je suis debout. Vous savez que ça, ce n'est pas des sujets qui mobilisent. C'est quand on demande aux gens de venir marcher pour les réformes qu'ils sortent. Mais sur des sujets comme ça, où c'est leurs maigres sous qui sont utilisés par des gens qui ont déjà le ciel et la terre, plus personne ne sort finalement. Mais ce n'est pas évident, hein. Ce n'est pas évident. Oui, parce que nous voyons des ODDH qui appellent la démarche, ou des organisations de la société civile, pour, par exemple, sur des sujets qui touchent la vie, la consommation et tout, on voit le nombre qu'il y a. Mais essayez sur ce sujet de football, vous allez voir. Essayez sur ce sujet particulier de football, une manifestation bien organisée, de manière assez méthodique, vous allez voir comment les Togolais vont réagir. Et surtout, si nous, un certain nombre de responsables d'un certain nombre de secteurs,
organisations syndicales, ils sont concernés, société civile, les associations de défense des consommateurs, partis politiques réunis, mais on appelle. Je crois que même sur cette question, je suis sûr qu'il y a des gens au sein de l'UNIR qui aiment le football, qui vont accepter d'appeler à manifester avec, et vous verrez ce que ça va donner. Mais alors, sa question débouche sur une question qui est politique. Il dit, alors, monsieur le député, ne peut-on pas apprendre une leçon là-bas pour vos luttes politiques? C'est-à-dire la façon dont les ODDH, la société civile, les journalistes ont mis la pression, et finalement on a le rapport. Est-ce qu'il n'y a pas une leçon à apprendre pour la lutte, pour vos luttes politiques? C'est ce qu'il écrit. Disons même que la leçon, c'est nous qui l'avions donnée, mais nous ne l'avons pas bien exploitée. Les manifestations politiques, c'est nous qui avons commencé dans ce pays. Mais faisons l'histoire de ce pays pour dire que en 90, qui était le premier à appeler pour des manifestations, des toutes premières manifestations de rue de mémoire d'hommes contre ce régime. Et c'est Abouibo, donc c'est le phare, disons. Et qui sont ceux qui ont fait ces manifestations dans les rues? J'étais dans le groupe du peloton de tête de ces manifestations-là. Seulement, nous n'avons pas su, nous politiques, tirer chaque fois le bénéfice des différentes manifestations. C'est ça que moi aussi je déplore, qu'on fasse des manifestations et qu'à la fin, on ne sache pas avec quelle méthode et à quoi ces manifestations sont destinées. Je crois que c'est peut-être la leçon que nous devons tirer, mais pour les manifestations dans ce pays, c'est les politiques qui l'ont commencé. Marc Dometti, alors je crois que sa question, il la pose parce que vous êtes député, probablement vous avez un certain nombre d'informations. Il demande combien est venu de Togocel, de la brasserie, de Wassem et Simtogo. Est-ce que vous avez ces chiffres pour la CAN, bien sûr, et la BTCI? Non, je n'ai pas le détail du rapport devant moi, donc tous ces chiffres, je les retiens. Je peux fouiller dans les documents, mais je crois que ce n'est pas le lieu de feuilleter tous les documents pour... Ouais. Il y a Wolu Owosola qui demande, il dit, salut, d'après l'audit, 600 millions et plus sont portés disparus sans trace. Que faites-vous en tant que député pour que les 600 millions soient restitués dans le compte afin de servir pour à la CAN 2017? En fait, pour le moment, moi, j'ai écouté le rapport en complet. Ce n'est pas 628 millions qui sont portés disparus, non. C'est-à-dire que les dépenses qu'on a faites excèdent les recettes qu'on a eues de 628 millions. Donc, il y a eu une très grande différence. Ce n'est pas de l'argent disparu. Ce qui a disparu, par contre, ils ne l'ont pas chiffré, et c'est ça aussi que l'audit aurait dû faire. Ils ne l'ont pas chiffré. Vous avez des trous dans les différentes rubriques qui sont présentées, des dépenses qui ont été faites dont ils n'ont pas les reçus. De grandes dépenses dont on ne peut pas justifier qu'on n'ait pas de reçus. Mais ils n'ont pas rassemblé le chiffre de toutes les dépenses, non, parce que c'est au-delà de ce qu'on a appelé dépenses diverses, c'est au-delà ce chiffre-là. Il y a Émeric Kweche, il lui fait un commentaire, il dit, moi, les comptes de la CAN ne me surprennent guère car cette semaine était prévue depuis 2013, donc c'est un planning. Darou Lideway, il écrit, nous sommes d'accord du bilan de la CAN 2013, mais nous sommes inquiets parce que jusqu'alors, l'on ne sait pas à qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi dans cette gestion calamiteuse de ce comité 2013. Il faut vraiment que les auteurs de ces 600 millions disparus soient punis et en même temps servir de leçon aux autres comités. Oui. Au niveau où on est arrivé, il n'y a que la justice qui peut. S'il n'y avait pas eu cette commission d'audit et nous-mêmes notre interpellation, et etc., on aurait pu mettre une commission d'enquête parlementaire. Mais la commission d'enquête parlementaire prend assez de temps. Vous donnez aussi un bon sujet. Hein. C'est assez rare qu'on voit l'Assemblée nationale mettre sur pied des commissions d'enquête sur des sujets. Oui, parce que généralement, il y a les ministres, c'est les portefeuilles qui sont chargés de gérer les dossiers. Alors, la première étape de notre action, c'est que vous interpellez le ministre et qu'il donne des explications. Si ce n'est pas clair, vous allez et qu'il n'y a rien qui est fait au niveau de l'État. Si c'est concernant les impôts, au niveau du service des impôts, si c'est concernant des dossiers comme ça, au niveau des commissions indépendantes, si rien n'est fait, alors là, vous pouvez passer à l'étape d'une commission d'enquête. Mais si on dit, il y a déjà un audit ou une enquête qui est diligentée au niveau de l'État, vous êtes obligé d'attendre le rapport d'enquête. Alors, quand vous-même, vous mettez une commission d'enquête et que la justice est déjà saisie du dossier, vous êtes obligé de laisser la justice faire son travail d'abord, parce que le pouvoir judiciaire est une entité de pouvoir indépendante
qui a le droit aussi de faire son travail par rapport au pouvoir législatif. Voilà. Mais là, dans le cas d'espèce, hein, c'est pas sûr, la justice ne s'est pas autosaisie dans cette affaire. Non, pas Donc, encore. on peut s'attendre à une commission Pas parlementaire. encore, oui. Deux choses. Deux choses qui peuvent aller. Parce que quand vous mettez une commission d'enquête parlementaire, il y a un audit qui existe déjà. Vous n'allez pas recommencer par appeler les gens, par les questionner une à une. Ce ne sera pas une procédure qui peut aller. À partir du moment où il y a un audit qui est réalisé et qui a mentionné des trous, mais sans mentionner dans l'audit les responsables, il n'y a que deux possibilités aujourd'hui. Ou soit le gouvernement, à qui est destiné le rapport, à l'endroit du peuple, est en justice, ou la justice elle-même s'auto-saisit sur un fait comme ça qui est un fait de caractère public, ou bien un député ou une association de défense des consommateurs est en justice et l'affaire va aller devant la justice et c'est devant la justice que tout le reste peut se passer. Donc on peut s'attendre à une action pareille de votre part dans les prochaines semaines si rien ne bouge. Moi je considère que c'est dans ce sens qu'il faut aller. Et j'en appelle à tous ceux qui ont un cœur pour le football aussi. Moi, je suis dans cette dynamique-là, qu'ensemble, on puisse réfléchir, association et tout réuni. Hein. Quelquefois, c'est encore plus solide quand c'est une association. Même plus solide que moi, un individu député qui est. Si c'est une association de défense des consommateurs, comme les associations ont fait dans des procès comme Isenabré, qui prend le dossier en main et qui demande sur un dossier comme ça le soutien financier des députés, le soutien financier des DG, le soutien financier d'un certain nombre d'opérateurs qui s'intéressent au football, ça c'est un dossier qui peut évoluer rapidement. D'accord, on va changer maintenant de sujet et revenir à la question du budget 2017, budget adopté ce mardi par les députés. Je le disais tantôt que c'est encore une tradition, unir à saluer un budget à caractère social. L'opposition a décrié ce budget. On va encore regarder ici le reportage de François Anigwankele qui était à l'Assemblée nationale ce mardi. Pas du tout de repos pour les élus du peuple ce mardi. Pendant environ 10 heures d'horloge, les débats étaient houleux autour du projet de loi de finances gestion 2017. Un budget qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 1227 milliards 423 312 000 francs CFA, dégageant un besoin additionnel nul. Malgré les travaux de la Commission des finances et les explications des commissaires du gouvernement, le groupe parlementaire de l'Alliance nationale pour le changement ANC a toujours des griefs contre ce budget, notamment sur la situation de bon nombre de sociétés d'État qui ne contribuent en rien au budget de l'État. Ces sociétés qui devraient en principe contribuer aux recettes de l'État à travers les impôts sur les sociétés et les dividendes affichent les déficits incongrus et inacceptables quand elles ne proposent pas des contributions insignifiantes. C'est le cas du port autonome de Lomé, de la CET, du groupe Togo Télécom, de l'UTB, de la SALT, de la N7PT, qui, elle, a montré à la face du monde qu'elle est gérée comme une épicerie familiale, n'ayant versé aucun franc au trésor public depuis 2014, malgré les réalisations et les déclarations des bénéfices faites par les responsables de cette société. Cependant, la réalité apparaît tout autre chez les députés du groupe parlementaire de l'Union pour la République et autres. Selon eux, le budget répond vraiment aux préoccupations sociales de la population. Ce budget témoigne de la volonté du gouvernement de s'attaquer aux problèmes sociaux de nos populations. Il s'agit surtout de relever le pouvoir d'achat du citoyen lambda avec la création des opportunités d'emploi et la création des infrastructures de base. Pour la première fois depuis 26 ans, notre capitale a abrité en octobre dernier une grande conférence internationale qui a changé le visage de la ville et a permis aux restaurants, hôtels, petits étalages d'engranger d'importantes recettes. Malgré les griefs de quelques députés, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Le budget a été adopté par une large majorité selon le président de l'Assemblée nationale. Acte dont s'est félicité le ministre Sani Yaya de l'économie et des finances. L'adoption de la présente loi de finances gestion 2017 permet au gouvernement de poursuivre la mise en œuvre de sa politique de développement. Cette séance plénière, la 9e du genre, a été la plus importante des séances de la deuxième session ordinaire de l'année, une session dite budgétaire. La clôture de cette session est prévue pour ce vendredi 30 décembre. Entre autres activités envisagées pour ce vendredi,
L'examen du projet de loi portant ratification de la Charte sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Occasion également pour les élus du peuple de présenter les vœux de nouvel an à leur président. La charte, il faut que je le rappelle, a été adoptée donc ce vendredi à l'unanimité des députés qui étaient présents à l'Assemblée nationale. Alors sur le budget, on a un budget qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 1227,4 milliards de francs CFA. Jacques, ici on voit par rapport à 2016, c'est en nette augmentation. Est-ce qu'on doit se dire que le Togo se porte bien? Non, ça c'est un bluff. C'est un bluff, hein, c'est un bluff. C'est un bluff parce que, vous savez, les objectifs de 2016 n'ont pas été atteints. Sur les 3 plans principaux, les recettes fiscales, ce qui est fixé, envisagé, n'a pas été atteint. Les dons, même, ce qui est fixé, n'a pas été atteint. Les appuis budgétaires, ce qui est escompté, n'a pas été atteint. On peut aller faire des budgets colossaux comme ça. Ce n'est pas ça l'essentiel. En fait, le chiffre que nous avons connote de la pression et de l'oppression fiscale qu'on exerce sur les petits porteurs et les moyens, les opérateurs moyens. Voilà exactement ce qui se passe. Vous savez, il y a eu des anomalies dans un certain nombre de pays ici que nous avons appris. Il y a eu des États, entre-temps au Bénin, on avait dit les individus étaient plus riches que l'État. Il y a eu d'autres États où l'État est archi riche, mais tous les individus sont pauvres. Donc il y a des manœuvres comme ça. On est dans une option où on veut mettre la pression sur les Togolais et ramener tout ce qu'ils ont, tout le minimum avec lequel ils peuvent vivre en tant que des opérateurs pour l'État et que nos populations aient les poches vides. C'est ça qui dénote le budget, mais ça ne marche pas parce qu'on voit qu'on fixe toujours des objectifs qui sont des rêves, mais les objectifs ne sont pas atteints. Il y a de graves anomalies, de graves incompréhensions dans ce budget. La première chose qui nous a frappé, ce qui nous a tétanisé dans ce budget, c'est le taux de la dette. Samuel, mais c'est grave. C'est une calamité. Ce régime qui nous gouverne est une calamité. Pourquoi? Mais vous vous souvenez de ce mot, je ne sais pas si ce mot vous dit encore quelque chose. PPTE. Ah oui, pays pauvre très endetté. Pays pauvre très endetté. Alors, mais Samuel, moi j'ai honte. Le Togo l'a atteint et puis il y a eu une grande remise de dette voilà. En 2011 et 2012. Exactement. Mais vous imaginez que déjà, on lutte quoi. C'est-à-dire qu'au moment où les gens luttent pour être des pays émergents, pour avoir de l'ossature, on lutte pour être pays pauvres très endettés. C'est-à-dire que ça, on lutte, on va sur les médias. On se rappelle quand on l'a atteint, les gens ont célébré ça. Tout à fait. Hein. Et on célèbre d'être pays pauvres très endettés. Ça, on le célèbre. Ça nous permet de ramener notre ardoise de dette à zéro et de repartir sur et on n'en a pas honte. Et finalement, l'ardoise est effacée. Alors, en l'espace de 6 ans, on remet la dette à 75% du PIB. C'est-à-dire qu'on endette les générations futures. Comme on peut le dire, Samuel, en vernaculaire, Odogaro Gomenami, on est en train, c'est-à-dire que nos enfants vont mourir sous le poids de la dette. On ne peut pas rester les bras croisés et regarder ça. On est dans une situation du Togo où on peut dire, mais oh, faut Gomenami quoi. Mais c'est ça qu'il faut se dire. Mais quand on vous écoute, hein, on a l'impression de vivre dans 2 mondes. Parce que vous parlez, vous défendez les griefs contre ce budget, mais au même moment, on vient d'écouter hein, l'honorable Christophe Tchao qui salue un budget qui montre un Togo avec une économie qui a une grande vitalité. Vous avez une grande vitalité, mais donc vous allez très bien. Moi, ma situation, oui, mais prenez de tout le monde. Oui, mais prenez la situation des Togolais. Est-ce que les Togolais se plaignent ou ne se plaignent pas? Ce pays végète dans la misère. Mais on peut dire que c'est pas typiquement togolais. Ça se plaint partout. Oui, mais ça, c'est grave au Togo. Le Bénin fait des efforts. Le Burkina Faso fait des efforts. Les choses évoluent. Le Ghana, n'en parlons pas. Disons que le Togo est le mauvais élève quand même de la classe. Il faut le reconnaître. Et il y a un certain nombre de choses. Mais au Bénin, c'est rare où vous trouvez des chantiers où on débloque 26 milliards à la banque, mais que le chantier est resté, que l'argent est resté dans les poches de quelqu'un, 26 milliards. Et on peut se mettre là pour nous dire que l'économie va bien. Mais si l'économie allait bien, cette route allait être faite. Oui ou non? Et ce n'est pas la seule. La route Anérotabligbo de même. La route frontière du Bénin. Voilà des routes qui ont eu des préfinancements dont les gens ont bouffé tout ou partie du financement.
Est-ce qu'on peut se dire que ça va bien? Et vous savez ce qui se fait aujourd'hui? Vous savez la solution qui est trouvée? Laquelle? Ils ont fait le préfinancement. Et la résolution qui est prise au niveau du gouvernement, c'est de faire des emprunts pour acheter les préfinancements. C'est-à-dire que le Togo s'endette, c'est-à-dire que le préfinancement, c'est de l'argent qu'on donne à des opérateurs économiques pour réaliser des projets et que progressivement sur le budget de l'État, l'État essaie de les payer à une certaine échéance avec des recettes sur lesquelles l'État ne doit plus payer d'intérêt. Maintenant, l'État est obligé d'aller prendre un emprunt sur lequel il va encore payer des intérêts pour couvrir les préfinancements. Mais c'est-à-dire que et il vote un budget, quelqu'un l'a dit. Mais Samuel, on est dans les fables de La Fontaine. Non, non. Au Togo, on est dans les fables de La Fontaine parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont le pouvoir, ils ont tout. Rien ne peut leur arriver. Et votre journaliste l'a dit, la loi du plus fort est toujours la meilleure. C'est la situation dans laquelle ils narguent le peuple, quoi. Ils vous narguent, ils me narguent, ils nous narguent, ils les narguent, ils narguent le peuple. Voilà la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et quid de vos collègues de UNIR? Eux voient un autre Togo, on dirait. Oui, mais bon, eux aussi, ils commencent par faire en fait des critiques, mais à la fin, ils votent quand même. Pourquoi? Bon, mais je sais pas. Oui, parce que quand on écoute le président du groupe parlementaire UNIR lire son discours, on se dit que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Oui, mais ça, c'est ce qui est grave. C'est-à-dire que, et ça peut-être c'est ce à quoi aussi nous voulons remédier. Si nous arrivons à changer les choses, à déverrouiller les institutions, à avoir la majorité à l'Assemblée, voilà les choses que nous allons changer, les choses que nous allons faire. Parce que, pour le moment, on n'est pas encore passé au budget sectoriel. Moi, je voudrais qu'on passe au budget sectoriel et qu'au moins pour l'étude du budget, les débats en commission sur l'étude du budget soient des débats publics ou du moins à rendre public sur les médias. Donc, il y a deux alternatives. Ou on fait les débats en commission, on les rend publics sur les médias, ou bien on fait les débats par budget sectoriel de portefeuille de souveraineté. Et chacun des ministres de portefeuille de souveraineté vient défendre son budget en public devant la plénière. Ça veut dire qu'il y a peut-être une journée, une demi-journée en plénière pour le portefeuille des affaires étrangères, pour le portefeuille de l'économie et des finances, pour le portefeuille de la justice, pour le portefeuille dans tous les portefeuilles régaliens et de souveraineté. Ils viennent le défendre et après on remet tout ça là ensemble et on va maintenant pour le vote général du budget. Ça permettra au peuple de savoir mais quelles sont les questions que ces députés d'UNIR posent. Parce qu'ils posent quand même des questions intéressantes en commission. Parce qu'ils savent que nous on ne suit pas. Vous n'êtes pas là, vous ne suivez pas. Mais au finish, malgré toutes les inquiétudes qu'ils ont exprimées auxquelles il n'y a pas eu de réponse, ils votent quand même sur la loi de la raison du plus fort est toujours la meilleure. Voilà un peu la situation dont nous vivons et que nous voulons évoluer. C'est vers ça qu'il faut aller, sinon on continuera de végéter dans l'opacité. C'est ça. Quand on a écouté il y a quelques semaines le communiqué du gouvernement où ce budget a été adopté en Conseil des ministres, il était dit par exemple que pour pouvoir engranger ces fonds, le gouvernement compte élargir l'assiette fiscale. On prévoit en même temps de desserrer les taux sur les grandes entreprises. Alors, est-ce qu'on se prépare à tuer les petites moyennes entreprises et petites et moyennes industries? C'est ça qui n'est pas normal. Un pays en voie de développement ne peut pas serrer le cou des petites et moyennes entreprises et déverrouiller le cadenas sur les grandes sociétés. Et qui plus est, les grandes sociétés au Togo, on les connaît. Ils sont pour la plupart dans le domaine des mines, c'est le port, c'est dans les télécoms, etc. On les connaît. Ce n'est pas les sociétés qui souffrent le plus, c'est les commerçants moyens, c'est les opérateurs économiques moyens qui ont fermé magasin. Certains déménagent, plusieurs ont mis la clé sous le paillasson, plusieurs opèrent aujourd'hui au Bénin. Moi, j'ai quelqu'un qui a mis la clé sous le paillasson au Togo et qui aujourd'hui arrive à faire des milliards au Bénin. J'ai un autre qui est dans le domaine de frigorifique, qui faisait au Togo 11 conteneurs au Togo. Aujourd'hui, il fait plus que 5 conteneurs au Togo et il fait 10 conteneurs au Ghana. Et on lui propose même des financements pour des réalisations d'un certain nombre de projets au Ghana. Et ça lui fait dur au cœur parce qu'il est togolais. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas les grands porteurs, ce n'est pas les multinationales qui souffrent. Non,
c'est les sociétés. Nous avons le budget de l'État, nous voyons ce qui se passe. Alors nous ne comprenons pas. Et ça, c'est fait à dessein ou quoi? Mais je ne comprends pas. Je ne sais pas si ceux qui nous gouvernent ont des intérêts dans les grandes sociétés, comme on a vu le cas de Wassem, et c'est pour ça qu'ils font ça, ou bien si c'est juste de la médiocrité ou une question de méchanceté, c'est-à-dire que on ne s'occupe pas des petits, quoi. C'est des petits, personne ne les connaît. Ils n'ont même pas les grosses cylindrées pour venir nous voir dans nos bureaux. Donc, ils s'occupent d'eux. C'est peut-être la politique qu'ils font. Mais ça ne se comprend pas et ça ne peut pas se comprendre. La pression fiscale est telle aujourd'hui que même le petit réparateur qui est au bord de la route, qui répare la moto, on va le voir. On lui dit OTR, OTR. Alors que on n'essaie pas de l'aider, de l'accompagner pour la structuration de son unité. Alors, je vous raconte cette anecdote. J'étais à Devego il y a quelques jours et il m'a été dit que l'OTR est venu fermer pratiquement beaucoup de boutiques dans le coin. Les gens se fâchaient parce que ce coin, il y a 10-15 ans, n'était pratiquement qu'une brousse. C'est eux-mêmes qui, à la force de leurs bras, ont réussi à tout arranger, à installer les boutiques. Alors, ils ne comprennent pas qu'on leur réclame des impôts quand l'État ne leur fait rien du tout. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est un point typique d'Evego, où les gens ont construit leur baraque en Bongo et en Hokpacha, en clé. Ils ont construit ça. Et ils essaient de faire leurs petites opérations dedans. Au lieu de les aider à formaliser leur unité, à avoir des boutiques en tant que telles, l'État ne le fait pas. Et l'État va leur fermer les portes pour dire qu'il veut prendre les impôts. Mais c'est malheureux, quoi. On vit, non. Le Togo est dans un marécage fiscal. Mais au même moment, il faut quand même reconnaître qu'il faut payer les impôts. Oui, il faut payer les impôts, mais c'est le secteur formel qui paye les impôts. Donc, à partir du moment, il faut aider le secteur informel à se formaliser pour pouvoir leur demander de payer les impôts. Ça, c'est un. Le deux, c'est la promotion, dans la situation où nous nous trouvons, c'est la promotion des PME, PMI qui peut provoquer l'émergence au Togo. Mais je vous donne l'exemple. Même en Allemagne, c'est les PME, les PMI qui font progresser l'Allemagne. Lisez un peu sur l'Allemagne. Allez un peu en Internet et fouillez sur l'économie allemande, qui est l'une des économies les plus puissantes au monde. C'est les PME et les PMI, voilà. Les PME et les PMI qui font progresser cette entreprise. Moi, ce qu'il faut faire, c'est que, si vous voulez progresser, là où des gens ont des clés, mais c'est à ceux-là qu'il faut proposer un financement. Lorsque quelqu'un a des clés, etc., vous l'aidez avec des structures à formaliser son entreprise, à commencer par tenir une petite comptabilité, à voir combien il vend par mois, et à commencer par faire un petit bilan de société. Et avec le bilan de société maintenant, on peut voir une société de microfinance qui peut lui passer de l'argent pour construire un magasin. Au moment où il construit sa petite boutique, il y a des artisans qui travaillent, le tâcheron qui travaille là-bas, le menuisier qui travaille là-bas, celui qui fait les baies vitrées, qui travaille là-bas. Tout ça, c'est des emplois que vous trouvez encore. Et à partir du moment où il arrive à formaliser, parce que vous lui avez trouvé un prêt pour mettre sa boutique, à partir de ce moment, il commence par vous payer des impôts. En évaluant les investissements, en faisant chaque année un amortissement dégressif des investissements, et sur ce qui reste, il essaie de vous payer les impôts. C'est comme ça qu'un pays se développe. Ce n'est pas autrement. Il n'y a pas de développement économique. Il n'y a pas de mesure d'incitation des entreprises qui est une autre clé que celle-là. Je ne sais pas ce que les nôtres sont en train de faire. Je ne sais pas s'ils veulent continuer à végéter dans de l'archaïsme. Mais quand on revient un peu au budget, est-ce que vous avez quand même le sentiment que la question du budget est quand même compris par tout le commun des mortels? Parce que je vous avoue, quand j'ai annoncé les sujets de l'émission là sur Facebook, aucune question n'est venue sur le budget. Est-ce que les gens comprennent, savent ce que c'est leur vie qui est engagée pour les 12 prochains mois? Non, mais quand vous faites les choses en catimini, et que ce n'est que 10 heures pour une journée que vous allez boucler les choses, Samuel, sincèrement, vous voyez le volume de ce document? Est-ce que pour faire une étude réelle, publique, que les journalistes puissent être au courant de tous les détails, pour rendre compte au peuple, c'est 10 heures de temps dans une seule journée? Avez-vous jamais vu en France, au Sénégal, où on vote le budget? C'est-à-dire que la phase officielle publique de vote du budget, c'est 7 ou 8 ou 10 heures, une seule journée, et puis c'est fini. Avez-vous vu ça quelque part? On suppose qu'il y a eu un gros travail qui a été fait en commission. Oui, mais comment voulez-vous que les Togolais s'y intéressent s'ils ne savent pas? Si tout se passe en catimini? C'est ça. Comment est-ce que les Togolais vont savoir, dans cette séance-là, où on ne fait le reportage même que 10 minutes à la TVT,
Comment voulez-vous... 10 minutes, c'est beaucoup. Ouais. Hein? Où est-ce que vous voulez que les Togolais trouvent les informations? Vous allez au Sénégal, il y a une chaîne parlementaire et qui fait la publication de tout ce qui se passe à l'Assemblée pendant des heures. Il y a un certain nombre de séances, on les fait le mercredi après-midi parce que les enfants sont à la maison et tous les élèves peuvent suivre. Parce que même dans les examens, dans les questions générales, ces questions-là viennent. Mais le Togo, non, là. C'est-à-dire qu'on a un potentiel et voilà ce régime qui est assis là-bas, qui tient tout, qui ne veut pas partir, mais qui ne veut rien faire, qui n'est en mesure de rien faire. C'est la situation dans laquelle on est. C'est un appel aussi qui est lancé à cette association des journalistes parlementaires qui a été créée dans la foulée. On ne sait plus ce qu'elle est devenue aujourd'hui. On n'a qu'à reprendre du service cette association pour informer les Togolais. Alors, moi, je voudrais qu'on revienne sur le chiffre des 1227,4 milliards. Vous dites que c'est mauvais. Qu'est-ce que vous Je dis que c'est un bluff. Je ne dis pas que c'est mauvais. Qu'est-ce qui aurait été, à vos yeux, le chiffre qui reflèterait la réalité togolaise? Non. C'est pas ça. Le chiffre peut même aller plus que ça. Le chiffre peut aller plus que ça. Mais lorsqu'on veut faire les grands travaux, l'État a le droit de prendre des emprunts pour faire les grands travaux. Ça, je suis d'accord. Si nous, on était au pouvoir, on prend de l'argent, on fait les grands travaux. Une première partie des grands travaux, par exemple, c'est de décongestionner la ville des grands bureaux. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a construit le contournement et on a construit les grandes routes 3x3 à Agoué, il faut amener un certain nombre de bâtiments administratifs, de bâtiments commerciaux, de bâtiments de business. Il faut les amener et les construire là-bas, au-delà de Agoué, au-delà du contournement, à Pessi, etc. Ça fait que dans la journée, la situation même n'est plus bouchée et n'est plus congestionnée. Parce que quand vous allez faire des affaires quelquefois, c'est une question de minutes. Hein? Quand vous êtes un homme d'affaires important, quelquefois, il suffit d'être en retard 1 heure et vous perdez toute une affaire. Et c'est l'économie qui perd. Et c'est pour ça, le Togo a la possibilité de faire encore ça aujourd'hui. Ça ne se fait pas. Si on fait des emprunts pour réaliser ces grands travaux, pour répartir l'échiquier du business du pays, pour répartir l'échiquier administratif, on fait des zones industrielles, on fait des zones commerciales qui se développent, ce qui fait que la circulation aussi est dans plusieurs sens, et alors équilibrée et fluide, et les gens peuvent faire des affaires. Les emprunts peuvent même aller au-delà de ça, parce que ça va être rentabilisé. Voilà, l'essentiel, ce qui est grave n'est pas de faire des emprunts. Mais lorsque vous prenez de l'argent quelque part, il faut savoir que le projet que vous êtes en train de faire peut vous ramener dans une échéance de 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut vous ramener au moins 1,5 de ce que vous avez emprunté. À partir de ce moment, ce n'est pas mal. Les grands États, pour réaliser des choses, ont été obligés de s'endetter. En fait, un État qui ne s'endette pas est un État qui n'a pas des ambitions. Mais l'endettement, la sorte dont ça se fait au Togo, c'est grave, parce qu'on fait des endettements, on fait des préfinancements, et ces préfinancements-là, une personne les met dans sa poche, et ça ne se réalise pas. On casse une route qui existait, et on ne fait rien à la place. On fait un décaissement de 30 ou 35% pour la route Ngotien-Toung, frontière du Bénin. Et les travaux qui sont réalisés ne sont même pas à 10%. Alors pour le reste de l'argent, les gens se sont achetés des gros cylindrés, les gens se sont fait des salaires allant au-delà de 2 millions, 3 millions dans la construction de la route, et la route est là-bas. Mais voilà, mais ces gens d'endettement, on ne peut pas l'accepter. Quand vous faites ça, vous prenez l'argent, vous mettez dans votre poche, un petit clan qui met l'argent dans sa poche, et après, vous allez nous appeler, nous tous les Togolais, pour nous rassembler, pour supplier à genoux, PPTE, PPTE. Mais non, non. Alors toujours aussi, les gens ont été étonnés de ce que la question des enseignants n'a pas sa réponse dans le budget, où cette question a été prise en compte et on ne sait pas. Non, non, tout à fait. Non, tout à fait. Sur cette question, il y a eu des promesses encore, rien de concret. Voilà un peu ce que moi j'ai pu... Ça veut dire que ce n'est pas en 2017 que les enseignants auront la solution à leurs revendications? Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y a en filigrane une question de collectif budgétaire, déjà, qui se profile et qui se murmure pour le début d'année déjà. Et je ne sais pas si c'est pour pouvoir finaliser les négociations avec les enseignants et d'autres choses encore pour pouvoir faire ce collectif budgétaire. Sur ce point précis, nous avons espéré 3 choses. Nous avions cru que, pour une fois, ils allaient faire preuve de cette idée de mandat social du chef de l'État. Et que par conséquent,
on connaît les portefeuilles sociaux de l'État. C'est la santé, c'est l'éducation, il y a un troisième portefeuille, c'est l'emploi. C'est la santé, l'éducation et l'emploi. Donc nous avons cru que sur ces portefeuilles, il y aurait une augmentation, il y aurait des actions contraires. Mais on est resté sur notre choix. Le dernier qui nous préoccupait encore, c'est la justice. Et là aussi, ils sont restés les parents pauvres. Les ministres de la justice, de la santé, ont failli... ils étaient tristes lors de leur passage devant l'Assemblée nationale. Parce que rien ne pouvait être fait. Et c'était dommage. Ça veut dire que ce budget que l'État présente, ce budget est antisocial. On ne peut pas présenter l'aspect social du budget rien que par rapport à l'argent que le ministère du Développement là-bas se prend et même faire des emprunts comme le FNFI aux populations. Et ces populations, on les poursuit aujourd'hui. Les gens se cachent parce qu'ils n'arrivent pas à rembourser le FNFI. Mais c'est ça le mandat social. Mais sérieusement, mais ce qui se fait là, c'est de la pagaille. Monsieur Samuel, il y a une orthodoxie dans ce genre de domaine. Nous ne sommes pas en Union soviétique, où on fait des solcauses et des kolkhozes, où on prête 30 000 francs à chacun, sans savoir quelle est l'intensité des activités qu'ils sont en train de développer. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe qu'en Union soviétique. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait? Vous prenez les paysans. La plupart des paysans aujourd'hui, ils arrivent difficilement, qui arrivent à aller à 0,5, 0,8 hectares pour leur industrie agricole. Mais c'est là où le FNFI doit agir. C'est-à-dire que le montage financier doit être de telle sorte que lorsqu'un paysan cette année a envie de faire une production de 2 hectares, le FNFI doit savoir combien il a besoin pour pouvoir faire la production de 2 hectares. Si lui, il a besoin de 3 millions pour la production de 2 hectares, on doit l'entraîner, le former pour qu'il puisse avoir les 3 millions pour la production de 2 hectares. Si avec ces 3 millions-là, il arrive à avoir une rentabilité de 3 200 000, ça veut dire que l'année prochaine, si ce même paysan dit « je peux aller à 4 hectares et pour ça je veux 6 millions », vous devez être en mesure de lui donner 6 millions. Et au fur et à mesure, il y aura de grands industriels agricoles. Vous savez, quand nous on était à l'école, nous avions des amis ivoiriens, leurs parents étaient des industriels agricoles, eux tous avaient ce que vous appelez des pick-up là. 9. À l'époque. Oui, ils sont du pays baoulé, etc., etc. Eux, la stratégie là-bas, c'est qu'ils achètent tous des pick-up neufs. C'était au temps de Félix au Fouet de Boigny. Et au Fouet de Boigny, avec cette intelligence, qu'il leur laissait pratiquement le vendredi après-midi. Et même quasiment la journée du vendredi. Ça veut dire que le fonctionnaire ivoirien en ce moment, dès qu'il sonne 11h midi le vendredi, il prend sa pick-up, il fait 300 km, il est dans son champ. Il est dans son champ, le lundi matin, il se réveille à 5h, il descend à Abidjan, il est à Abidjan à 8h. Et en ce moment-là, la production agricole se développe. C'est au moment où le Côte d'Ivoire a occupé le truc qu'on a appelé l'or du cacao, etc. C'est en cette période-là. C'est vers ça qu'il faut évoluer. Au lieu d'aller, de dire à Grisef, à Gisef, on donne 100 000 francs à tout le monde, quoi. C'est des solcauses et des kolkhozes. Non, mais ils sont dans du ridicule. En tout cas, ça tombe dans les oreilles de qui doit entendre cela. Troisième sujet de cette émission, c'est la visite que les députés togolais, un certain nombre de députés togolais ont effectuée en Allemagne. D'abord, dites-nous, cette visite-là, dans quel cadre elle se situait? Oui, non, notre visite s'est située dans le cadre de la coopération entre l'Allemagne et le Togo, surtout des échanges parlementaires entre l'Allemagne et le Togo. Ça se fait coopération, échange parlementaire, diplomatie parlementaire. C'est maintenant que ces genres d'activités se développent. Avant, c'était beaucoup plus orienté vers les pays francophones, souvent la francophonie a l'habitude d'organiser ce genre de choses. Donc le Parlement, les groupes, les réseaux de la francophonie, etc. Mais aujourd'hui, d'autres réseaux aussi se mettent en branle, hein. Même les réseaux chinois de l'Asie, etc. aussi se mettent en branle. Et je crois que à cette intensité-là, à ce niveau de représentation et d'intensité, c'est sous cette législature que l'Allemagne a connu ce niveau-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez que lorsque nous avons fait une ouverture de session à Kara, là, il y a aussi un groupe, je crois, de 7 conduites même par un vice-président de l'Assemblée allemande qui était venu à Kara, qui ont assisté à l'ouverture avec nous et qui ont fait en même temps un forum économique. Donc, c'est la réplique que nous sommes partis là-bas
accueilli par le réseau des parlementaires francophones du Bundestag, donc du Parlement allemand. J'ai sous mes yeux la libre tribune que vous avez publiée à l'issue de cette visite pour rappeler un peu. Et je l'ai lu, je l'ai lu de fond en comble et je vois qu'il y a quand même beaucoup de choses que le Togo peut apprendre de l'Allemagne, c'est ça? On a appris beaucoup de choses en si peu de temps. Mais vous comprenez par rapport à tout ce qui figure dans ce rapport qu'on peut se demander est-ce qu'en 4 jours et demi, on peut faire tout ça? Et dans de différents États d'ailleurs, dans de différents États, dans de différents quartiers, dans les mêmes États, etc. Donc ça a été vraiment, les Allemands, ils aiment faire travailler les gens. Oh, ils vous... mais c'est hurry up, quoi. Non, on a eu beaucoup d'enseignements dans cette visite-là. Et on a eu l'impression, en suivant le fil même de ce que nous avons eu là-bas, que les Allemands ont envie qu'on apprenne l'un de l'autre et que nos deux pays peuvent vraiment profiter de ça. Et donc je crois que c'est une très belle initiative. Je crois qu'il faut le répéter pour d'autres députés aussi. Alors j'ai vu dans le document un certain nombre de choses, par exemple sur le plan économique et tout, que l'Allemagne propose. Mais vous vous rappelez la fameuse phrase prononcée par le général de Gaulle, la France, elle n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. On s'imagine que pour le Yovo, entre griffes, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'Allemagne n'est pas dans une logique pareille? Est-ce que nous voulons nécessairement des amis? Le Togo aussi a des intérêts à défendre. Mais on peut avoir... Devant ces mastodontes, on peut avoir des pays amis. Les mastodontes ont aidé des pays. Mais qui a aidé le Rwanda à être au niveau où il est aujourd'hui? Il est cité en exemple. Qui a aidé le Cap-Vert à être au niveau où il est aujourd'hui? Ce n'est pas les autres pays africains qui sont à côté qui les ont aidés. Naturellement, la coopération sud-sud est une bonne chose. Et on peut en profiter. Pour moi, ce n'est pas encore au niveau où ça devait être. Mais c'est des grands pays. Ils ont fait des conférences. Ils ont été accompagnés. Et à partir du moment où vous utilisez bien votre argent, vous utilisez bien ce qu'on vous fait, mais vous pouvez progresser. Mais je dis, c'est une échelle qui va, parce que même les pays européens après la guerre, ils ont eu ce qu'on appelle le plan Marshall. Vous oubliez, où les Américains ont aidé les pays européens. Donc, disons, dans ce monde où nous sommes, moi je le répète toujours, et sans honte, nul ne peut se vanter de se passer des autres. Et par conséquent, on a besoin des uns. Mais il n'y a pas très longtemps, tout proche de nous, des années 80 à 90, le Japon a eu des problèmes, la crise du Japon. Et le Japon, qui est un géant, a eu une crise et a été obligé d'être aidé par les États européens, par les États-Unis, pour ne pas sombrer. Alors pour le petit Togo, pourquoi nous pouvons dire que nous pouvons nous passer de l'appui des autres? Mais voilà, mais l'essentiel, c'est d'utiliser ces appris à bon escient. Moi je dis ce dont on peut s'inspirer de ce que nous avons vu en Allemagne. Mais c'est énorme. Si nous avons vraiment la volonté et que nous voulons nous en inspirer, le Togo peut vraiment. Waouh! J'avoue qu'en lisant le document, ça remplit d'une certaine fierté de voir le fonctionnement du Bundestag, des États fédéraux et tout ça. Aujourd'hui, le Togo n'est même pas encore arrivé à la décentralisation. Vous êtes allé quand même dans un État où la décentralisation se pratique depuis des dizaines d'années. Est-ce qu'il y a comparaison? Est-ce qu'il y a comparaison? Il n'y a pas de comparaison. On peut apprendre. Il n'y a pas de comparaison. L'Allemagne est le pays le plus décentralisé au monde. Et c'est sur cette décentralisation que se base son miracle économique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand les nôtres vont dans des grandes universités, ils vont en Sciences Po, ils vont dans les maîtrises en gestion de l'administration, ils vont en administration économique et sociale. Est-ce que ce n'est pas pour aller apprendre des autres pays? Alors, compilons les meilleurs exemples là où ça se pratique. Alors, ce que vous moi, dites, mon idée en ceux publiant... qui nous dirigent aujourd'hui, ils ont fait des grandes écoles. Quand on donne leur titre, on est ahuri, étonné. Ils ont fait des grandes écoles, mais ce qu'ils pratiquent là, c'est parce qu'ils ont vu là. Oui, mais c'est ça le paradoxe. C'est ça le paradoxe. La question n'est pas là. La question est d'aimer son pays et de ne pas s'aimer soi-même plus que son pays. Mais quand vous avez de l'ambition pour vous-même plus que pour le pays, quand l'objectif c'est de s'enrichir, quand l'objectif c'est que le clan s'enrichisse, vous pouvez voir, lorsque vous avez la possibilité de réaliser une route, comme la route de Vaughan, mais si vous n'avez pas 10%, 20% dessus, vous ne faites pas. Vous négociez même au moment où les gens devaient faire une couche de 12 cm,
Mais vous dites, est-ce qu'on ne peut pas faire une couche de 7 cm que nous devons manger aussi? Non, est-ce que c'est le sable que nous devons manger? Quand c'est ça, vous pouvez avoir les meilleurs diplômes au monde, vous ne ferez rien. Je dis, hein, il y a un professeur qui a l'habitude de prononcer un mot. Il dit les intellectuels tarés. Alors les gens croient, c'est-à-dire les gens croient qu'il y a de l'acronyme entre deux mots. C'est un mot parce que le mot intellectuel. Général Kérékou, hein, Mathieu. Ah voilà. C'est lui qui le disait. Hein, donc moi je l'ai entendu en parlant des professeurs d'université titulaires de chaire et tout ça, mais qui sur le terrain font piètre. Moi donc il a repris les mots de. Moi j'ai entendu ça dans une année là d'un conférencier sur les aux 4 temps à la Défense en France, où il disait les intellectuels tarés. Et les gens, c'est-à-dire que les gens croyaient que les deux mots ne collent pas. Alors il leur expliquait, mais vous voulez me dire que des intellectuels ne peuvent pas avoir des tares? Mais c'est ceux qui ont des tares qu'on appelle des tarés. Que les plus grands tares, quelquefois, vous les retrouvez dans le domaine des intellectuels. Et moi, je considère que pour ne pas donner l'impression, pour ne pas donner notre assertion à ce que Kérékou disait, pour ne pas donner notre assertion à ce que ce professeur disait à Paris La Défense, je considère que nous avons besoin d'un sursaut profond de nous-mêmes pour prendre le Togo autrement. Nous à qui, ou bien ceux à qui nous avons tous confié notre argent pour qu'ils le gèrent, pour régler les problèmes du pays en notre nom. J'ai été très étonné aussi en lisant par exemple ne serait-ce que sur les indemnités des députés, les choses sont réparties de façon assez méthodique, de sorte que chacun sait ce qu'il gagne, ce qu'il peut attendre en étant député et tout. Aujourd'hui, ça m'amène à venir sur la question des indemnités des députés, parce que vous voyez, j'ai coché cette partie-là, sur la question des indemnités des députés togolais. Ça a été augmenté tout récemment. D'ailleurs, à la clôture de la session, le président de l'Assemblée nationale a remercié le chef de l'État d'avoir pensé à vous. Jacques, ici, honnêtement, est-ce que vous ne pensez pas que le député togolais gagne trop aujourd'hui? La question ne se trouve pas là pour moi. D'abord, un rectificatif. Ce n'est pas l'argent des députés qui a été augmenté, c'est l'argent des institutions qui a été augmentée. C'est toutes les institutions. Qu'on parte de toutes les grandes institutions indépendantes, en passant par les membres du gouvernement, en passant par les députés, jusqu'au préfet, ils ont été tous augmentés. Parce que c'est vrai que ce n'était pas à la mesure de ce qu'on faisait. Alors, comment est-ce que moi je juge la chose? C'est ce qu'il faut nous demander. Alors, pour moi, j'aurais souhaité, et j'avais milité pour ça. Et nous avons même fait le travail. Quand on révise la loi concernant l'indemnité des députés. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'avais proposé 2 choses. La première option, c'était qu'on prenne la moyenne de tous les pays de l'UMOA. C'est-à-dire combien gagne le député burkinabé, combien gagne le député béninois, combien gagne le député guinéen, et qu'on fasse l'addition et qu'on divise par le nombre de pays. Et on connaît la moyenne dans la région et qu'on applique la moyenne au Togolais. Et qu'on sache que voilà ce qui se fait. C'était la première option. La deuxième option, parce qu'on nous disait dans les conférences que le député togolais était le député le plus pauvre de la sous-région. Alors, la deuxième option, c'était, on peut même descendre encore de cette option-là et aligner l'indemnité des députés togolais sur l'indemnité le plus bas dans l'UMOA. Ces 2 options, moi, si on me dit ça, ça me convient. Ce n'est pas une question de dire le député gagne trop ou ne gagne pas. Mais, à la limite, vous savez quelles sont les sollicitations, de combien de sollicitations les députés écopent. Et pour régler ces sollicitations-là, c'est-à-dire, j'ai l'impression, je ne sais pas. Ça, c'est des sollicitations informelles, officieuses. Oui, mais c'est les populations qui nous élisent, qui nous sollicitent. Qui pour son ordonnance, qui pour son école, qui doit faire une semaine culturelle, qui pour son enterrement, ça ne tarit pas de jour en jour, qui pour sa femme qui se trouve à l'hôpital. Et c'est difficile, compte tenu de la situation de misère des Togolais, de dire à tous ceux-là, foutez-moi le camp. Moi, j'ai jamais dit, il m'arrive des moments où le reste de l'argent que j'ai dans la poche, on me le demande, je le donne et je prends de l'argent chez ma famille en attendant. Voilà la situation. Vous le savez, je ne sais pas pourquoi cette attention est particulière sur cette législature. J'ai l'impression que quand cette législature est sortie, compte tenu de sa composition, les gens ont l'impression, comme on dit au Togo, nous gardons tout, donc ils ont l'impression qu'ils peuvent satisfaire tous nos besoins. Moi, c'est là où c'est difficile. À la limite, il n'y a pas de comparaison possible. Parce que dans l'État, les seules personnes qui font des emprunts pour aller chercher leur mandat, c'est le député. Et il n'y a personne avec qui vous pouvez le comparer. Le directeur de cabinet, le préfet, il est nommé
Le ministre, il est nommé. Le ministre est un directeur quelque part qui n'a jamais dépensé un franc pour aller vers quelle population pour chercher un mandat. Et un jour, on le bombarde ministre. Alors celui-là, par rapport au député, qui a utilisé peut-être 10, 15 millions pour aller chercher son mandat et qui a des dettes à la banque, moi, disons les choses. Disons aux populations comment les choses sont. Parce que moi, pour moi, l'Assemblée est un verre de glace transparent. Et par conséquent, il n'y a rien à cacher. Parce que quand vous cachez les choses aux populations, vous ne pouvez pas améliorer. Vous ne pouvez pas réformer. Moi, le prêt que j'ai pris pour aller aux élections est colossal. Et chaque fin du mois, on me tire des centaines de milliers de francs. Ce qu'on ne tire pas à un ancien directeur de cabinet, à un ancien secrétaire général qu'on a bombardé ministre, qui a un budget pour gérer. Alors, il n'y a pas de comparaison possible. Donc, ce n'est pas sur ces plans qu'il faut comparer. Moi, pour moi, ce qu'il faut faire tout simplement, soit, c'est de prendre la moyenne de l'UMOA, ou de prendre le plus bas de l'UMOA, qu'on nous l'applique, mais on ne peut pas, dans la situation dans laquelle on se trouve, et dans l'état psychologique de cette population, ne pas donner aux députés un petit fonds forfaitaire pour des interventions. Moi, je souhaite... Moi, on peut même descendre nos indemnités en dessous de 1 million, mais à côté, nous mettre une réserve parlementaire. Ce que les Allemands appellent la réserve parlementaire. Ça veut dire que les députés, on leur donne peut-être 5 millions par semestre. Et ces 5 millions-là n'interviennent pas dans leurs besoins, ça n'intervient pas dans le paiement de leurs dettes pour les élections. Non, ça intervient dans les œuvres sociales. Ça veut dire que lorsque quelqu'un vient vous demander, on organise un championnat scolaire quelque part, est-ce que vous ne pouvez pas intervenir? Vous intervenez dedans. Lorsque quelqu'un vient nous demander, on fait un grand forage pour des populations quelque part, vous ne pouvez pas intervenir, on intervient dedans. Lorsque on prend des enseignants EV dans un édile quelque part, et on vous demande d'intervenir, vous pouvez intervenir dedans. C'est ce que moi j'appelle la réserve parlementaire. Et tout ça doit être fait sur reçu. Et géré en fait par un comptable qui est situé au niveau de la permanence des députés. Parce que les demandes doivent venir de la localité de la circonscription où le député est élu. Voilà ce vers quoi moi je souhaite qu'on évolue. Et à partir de ce moment, demain, vous aussi vous pouvez venir voir vos députés pour dire, vous mobilisez pour construire un dispensaire dans votre milieu. Et ça, quand le député fait quelque chose, dans ces conditions-là, ce n'est pas mauvais. Parce que dans mon village, Boko, le dispensaire qu'on est en train de construire, c'est nous-mêmes qui nous sommes mobilisés au début avec le chef en tête, le chef est bataillé, et il a fait toutes les démarches, et finalement, la Banque mondiale a accepté de nous venir en appui, en voyant ce que les populations même sont déjà en train de faire. S'il y a une réserve parlementaire qui m'autorise, au-delà de ce que moi-même j'ai fait personnellement, à faire une petite action de 500 000 francs en plus, c'est déjà, c'est-à-dire qu'on comprend déjà la République, les populations sentent déjà la République proche d'eux. Voilà un peu ce que moi, je souhaite que nous ayons dans l'avenir. En tout cas, si nous gagnons la majorité, c'est ce que nous allons mettre en place. Alors, sur le sujet, on a lu dans une certaine presse que les députés sont un peu gâtés avec des cadeaux de fin d'année. Et Jules Sankara Lawson pose une question. Il dit, pourrait-il, parlant de vous, pourrait-il nous éclairer sur les informations selon lesquelles les députés, du moins ceux du quart, perçoivent des cadeaux de fin d'année d'un montant de 15 millions chacun? Jamais. Mensonge, gros mensonge, invention. Non, c'est ce qui est grave au Togo, quoi. C'est-à-dire que, je disais sur une plateforme, quelque part, que la démocratie ne doit pas signifier on se donne le droit de dénigrer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se donnent le droit de dénigrement. Il n'y a rien à faire. On peut inventer des histoires. Le président de l'Assemblée ne nous a jamais payé, depuis que nous sommes élus, des bonus de fin d'année, de 15 millions, etc., etc. Ce n'est pas enregistré dans nos comptes. Si nous arrivons à bien gérer nos fonds, la seule chose qu'on nous a faite une fois, c'est on nous a donné pour pouvoir faire le travail, enregistrer les tests. L'année passée, par exemple, on nous a donné des iPads au niveau de la fête de fin d'année. Cette année, on n'a pas pu nous donner des iPads. On nous a donné un forfait d'environ 300 000 francs pour pouvoir... forfait Internet? Non, un forfait, c'est-à-dire un forfait, comme on l'appelle dans le pays, un forfait pour pouvoir aller sur le terrain, et voilà, pour pouvoir faire nos actions sur le terrain,
comme l'intersection est appelée à aller sur le terrain. Mais jamais le président de l'Assemblée ne nous a donné à chaque année des bonus de 15 millions, etc. C'est de la pure invention. Ça, vous parlez au nom des députés du CAR ou bien de toute l'Assemblée. On ne peut pas faire assis et ne pas faire à ça. Même, nous luttons pour ça, mais même les groupes parlementaires, en tout cas, à ce que je sache, nous n'avons pas de groupe parlementaire, vous le savez. Mais moi, je peux donner ma main pour les autres, que même les groupes parlementaires n'ont ni bonus de début d'année, ni bonus de fin d'année. Je peux l'assurer. Parce que je suis membre de la conférence des présidents, et si un bonus comme ça existait, il n'y a pas encore eu, au niveau de l'Assemblée, de l'argent quelque part qui est appelé à faire des bonus aux députés. Il n'y en a pas encore eu. Ça, c'est de la pure invention, c'est du pur mensonge. La seule chose auquel on a droit et qui figure dans le budget, je ne sais même pas dans quel budget on doit trouver ça. Si nous-mêmes nous avons un budget que nous le gérons et qu'il reste un peu à la fin de l'année, on peut peut-être s'acheter des iPads dedans parce que nous avons bien géré ça. Mais je ne sais pas sur quel budget on peut nous faire des bonus de 15 millions. Ça doit figurer dans le budget de l'État. La seule chose qu'on nous accorde, nous, vous, et je ne sais pas si on accorde aux associations, c'est le financement public des partis politiques. C'est 100 millions pour les partis politiques et je crois 115 millions pour les médias. Ce qui est insignifiant. On a demandé, bataillé, vous aussi, nous aussi, qu'on l'augmente. On ne l'a jamais augmenté. Cette année, je n'ai même plus fait attention à ce chiffre parce que c'est devenu énervant. Je ne sais pas combien on a donné, mais je crois que c'est encore les 100 millions qui sont gardés. Mais le président n'a aucune caisse noire dont il peut nous gratifier quand il veut. Non, c'est des histoires. Rodrigue Kounoussé dit merci pour l'effort de l'honorable qu'il continue ainsi. J'aimerais savoir, à part vous, où sont les autres députés du CAR et qu'est-ce qu'ils font concrètement? Vous êtes le seul qui vient nous éclairer sur les actualités du pays. Ne serait-il pas bon de mettre en place certaines conditions à remplir avant d'être candidat aux élections législatives, puisque certains députés ne parlent pas, ne viennent pas dans les émissions comme pareil pour donner leur point de vue sur les actualités et d'autres sont occupés par autre chose. L'exemple du budget 2017 qui vient d'être voté, certains députés n'ont pas lu tout le contenu du document avant de le voter. Je ne peux pas rester là à accuser les autres. Moi-même, je ne suis pas content de la façon dont le travail se déroule à l'Assemblée. Mais pour les autres députés du CAR, je peux vous dire carrément, moi je suis porte-parole. Et c'est en ce sens qu'il y a de la discipline dans tous les groupes. Mais le travail, on le fait ensemble. Autant je le fais, autant Nicolas Agbo défend un certain nombre de dossiers lors du vote du budget. L'autre, lui, il est même membre du bureau, donc il est beaucoup plus occupé. Kofi Paulin, il est le rapporteur adjoint de la commission des finances. Donc, lui, Kofi Paulin est le député, tout ça, pendant la période du budget, je sais comment, parce que je me demande quelquefois si un jour ils ne vont pas tomber en syncope, quoi, parce qu'ils sont tellement occupés, c'est tellement lourd, et la période qu'on a est tellement lourde. Mais c'est vrai que, de manière générale, quand vous prenez les listes de présence à l'Assemblée nationale, les listes de présence dans les commissions, moi je suis écœuré quelquefois. C'est pour ça que l'une des leçons, et la première leçon même, si vous avez lu que j'ai pu tirer du document de notre séjour en Allemagne, c'est la rigueur qui est exercée sur la présence des députés. Vous êtes, c'est-à-dire qu'ils ont même prévu jusqu'à couper 50% dans certains cas. Mais les Allemands, là, ils sont vraiment... Ici, l'absentéisme est devenu une règle, hein, pratiquement. Oui, c'est... Les députés sont élus, ils viennent quand ils veulent. Quand les gens veulent parler du bonus, là, c'est peut-être c'est peut-être l'absentéisme qui est le bonus que certains... Mais il faudra aussi envisager à couper dans les salaires pour les députés qui ne viennent pas, qui n'ont pas un certain nombre de présences, par exemple, sur une session parlementaire. En fait, notre règlement intérieur le permet. C'est ce qu'impose même notre règlement intérieur. Pourquoi c'est pas fait? Mais je crois que compte tenu de la situation dans laquelle l'Assemblée se trouve, où lors de l'élection du bureau de l'Assemblée, il y a eu des malentendus, et que c'est une celle qui se retrouve dans le bureau, le président ne veut pas mettre peut-être de l'huile sur le feu en amenant une autre polémique à l'Assemblée où il sanctionne, on va dire que... Oui, il n'est pas président, parce qu'il est président d'une institution, hein, c'est le Parlement, c'est la représentation nationale. Vous êtes payé par le contribuable pour faire un job. Il y a des gens qui bossent toute l'année et d'autres qui se baladent entre deux avions, qui font ce qu'ils veulent et après, à chaque fin du mois, les salaires tombent, c'est pas normal. Non, je ne donne pas raison. Je ne donne pas raison, mais vous connaissez la situation dans laquelle se trouve notre pays.
c'est sensible. On est sur une braise. Et souvent, ça amène les gens à développer des situations où je ne suis pas d'accord. Moi, je suis un partisan de la rigueur. Et ça, je fais moi-même le travail comme ça. Je suis un partisan de la rigueur. Je me cœur moi-même de savoir que certains ont leur mandat, ils croient que non, que c'est un bonus qu'on leur a donné, ils s'asseyent là-bas. Mais c'est vrai que vous imaginez la polémique que ça peut créer encore si le président veut mettre cette loi sur pied. Et c'est pour ça que sur la gestion, sur les réformes, sur la manière de conduire le pays, sur la manière de gérer les institutions, sur la manière de gérer les biens publics, il faut un consensus. Ce n'est pas une question de position d'un parti comme un autre, c'est de l'orthodoxie. Donc, quand vous appelez Niaoui, vous soyez de ce parti, que je m'appelle Kissi, je sois de ce parti, sur ces règles-là, il ne doit pas y avoir de différence, ni sur leur élaboration, ni sur leur application. Le jour où nous allons arriver à ça, les choses évolueraient beaucoup plus normalement. Dernier sujet de cette émission, il nous reste encore une dizaine de minutes pour finir. On va revenir maintenant, Jean Kissi, à votre parti politique. Je voudrais pour commencer lire le commentaire de Komlan Amédé Aménran. Il écrit « Le quart, plus la peine ». Il met 3 points d'exclamation. Ce parti est mort et ses dirigeants avec. Vous partagez? C'est son commentaire. Mais est-ce que vous partagez? Il souhaiterait peut-être tuer le quart. il est affirmatif et dit « Le quart est mort et ses dirigeants avec ». Mais je dis, c'est son commentaire. C'est-à-dire que il souffrira encore longtemps, que le quart, c'est le parti qui vit. Et c'est le parti qui fait l'actualité, c'est le parti qui agit, et c'est le parti qui est sur la plupart des dossiers. Il souffrira encore un peu de ça, mais c'est pas ce qu'il dit qui intéresse les militants du quart. Je ne sais pas s'il est militant du quart. S'il n'est pas militant du quart, c'est pas ça qui nous intéresse. Est-ce qu'aujourd'hui, vous reconnaissez quand même qu'il y a une scission qui est née? Je reconnais qu'il y a il y a des gens qui sont partis. Il y a des dissidents qui sont partis. Je ne sais pas ce que vous appelez grande partie. Moi, je ne suis pas quelqu'un à verser dans les trucs là. Mais un parti a 2 structures. Il y a les fédérations qui sont la base du parti. Et puis, il y a le bureau national. Alors, la quasi-totalité des fédérations sont restées au quart, sont restées fidèles au parti. Ils n'ont pas trahi. Alors, la grande majorité des gens du bureau national, je peux vous donner la liste. Et vous-même, vous ferez la liste. Qui est parti, qui est resté. Dans le bureau national, je crois qu'on se retrouvait à un chiffre de 17 et 12 ou 13 sont restés au niveau du parti. Alors, déduisez vous-même. Au moment, puisque nous n'allons pas nous voiler la face, nous parlons de la crise qu'il y a eu avec le départ de l'ancien président Maître Apévon. On vous a très peu entendu, disons même pas du tout sur ce sujet-là. Pourquoi vous aviez eu cette réserve-là? Vous étiez muré dans ce silence? Parce que j'ai souffert. J'ai souffert dans cette situation du quart. J'ai beaucoup souffert. J'ai été meurtri parce que le quart a été construit sur des valeurs. Et ce ne sont que les valeurs que nous poursuivons. Ce n'est pas une question d'homme. Moi, je critique le fait que le Togo est 108 partis parce que chacun veut avoir son propre parti. Le parti est devenu maintenant un bien personnel qu'on veut utiliser, je ne sais pas pour avoir quoi. Et ça, ce n'est pas la démocratie. C'est de l'anarchie. C'est le multipartisme. Ce n'est pas la démocratie. On a opté pour le multipartisme, on ne peut pas revenir en arrière. On peut créer des partis, mais un parti a son sens. Lorsque le parti est créé comme un objet, tout simplement, certains le créent pour aller négocier un portefeuille ministériel, tout simplement. Si moi aussi j'ai un parti, j'ai le nom de président, je peux circuler avec ce nom, c'est de l'anarchie, ça ne construit rien. Vous avez la France qui est un grand pays, qui est géré par environ 7 partis. Vous avez l'Allemagne, lisez le document. Si vous n'avez pas 5% en Allemagne, vous ne rentrez pas à l'Assemblée nationale. Et l'exemple est concret et clair. Et c'est pour ça que le Parti communiste allemand, il fut une année, n'a pas eu 5% et n'était pas rentré à l'Assemblée nationale. Ce parti a été obligé de s'auto-dissoudre au moment où Oscar Lafontaine a créé son parti. Et le parti communiste qui était tenu par Grégoire Gysi et le parti de Oscar Lafontaine se sont mis ensemble pour former ce qu'on appelle du Linke, pour obtenir de nouveau 10% de l'électorat. S'ils n'avaient pas fait ça, donc ils se sont autodissous. Ça veut dire que un parti, c'est d'abord une représentation. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas un groupe d'individus.
Ici, un groupe d'individus se regroupe dans sa famille et ils forment un parti. Ils forment le parti et après, c'est le dirigeant du parti seul qui est là. C'est lui seul qui est le parti. Hein. Il y a des partis ici au Togo à une seule personne. Mais ce n'est pas de l'anarchie et vous dites que c'est le multipartisme? Non. On a opté pour ça. C'est du multipartisme mal compris. Ce n'est pas pour ça qu'on a opté. Je suis désolé, je suis un des acteurs du multipartisme. Ce n'est pas pour ça qu'on a opté. Alors pour moi, l'essentiel n'est pas de se créer des partis ou de... Mais j'ai souffert dans mon âme que la question de ce parti a été transformée, ça a été transformé en une question de personne. Les gens ont dit, moi, j'ai vécu cette situation, je vous le dis honnêtement aujourd'hui, nous sommes restés au quart et le seul parti demeurait comme une famille. On est resté vraiment comme une famille. Vous comprenez que nous avons des blessures, que si tu aimes vraiment le parti, tu as des blessures quand la famille se déchire. Et c'est à cause de ces blessures que, ne sachant pas quoi réagir, c'était une souffrance. Ce n'était pas se murer dans un silence. Surtout lorsque la question a été positionnée à Agboibo, une querelle entre Agboibo et Apevon. Le quart n'est pas une question de personne. Et j'ai dit aux gens, pour moi, Jean Kissi, Agboibo et Apevon, c'était comme le papa et l'aîné de notre famille. On ne peut pas me demander, quand il y a des difficultés entre le papa et l'aîné, de choisir. Je ne peux que me taire en gardant un silence de sagesse pour pouvoir régler la question jusqu'à la limite de ce que je ne peux plus. Vous savez, dans ce parti-là, quand vous allez chez moi à Vaughan, on est l'une des plus grandes familles de Vaughan. C'est la famille Ekanchoklokissi, qui est une grande famille au centre de Vaughan là-bas. Mais pendant la campagne, j'ai amené tous mes affaires et je suis allé déposer à la maison chez moi. Mais les affaires sont restées là. Je suis revenu rester avec Maître Apevon chez lui pour faire cette union-là pour le Vaud. Pour faire cette union-là pour le quart. Parce que nous savons, je sais ce qui s'est passé en 2007. Et puis en 2007, malheureusement, Maître Apevon n'a pas pu venir à l'Assemblée nationale. Donc il fallait garder cette union-là. Et c'est 13 mois après les élections que je suis allé à la maison pour ramasser mes affaires. Donc vous imaginez comment j'ai vécu cette affaire-là. Et c'est pour ça que je m'étais muré dans le silence. Je voudrais, sur cette antenne où je me prononce, remercier les prêtres, des évêques et des pasteurs qui m'ont conseillé en ce moment et qui m'ont conseillé cette position de sagesse. Je les remercie aujourd'hui. Ça m'avait fait mal que je ne puisse pas parler, mais aujourd'hui j'ai vu les résultats et je crois qu'il y a des moments où vous avez besoin de plus de l'exemple de Salomon que d'autres choses. Alors, Samsoudine Tchatchibara, il dit, honorable, quelle était votre relation avec Maître Apevon pendant la crise au quart? Pendant la crise au quart, pour la plupart du temps, je me suis évertué à essayer de lui faire des propositions qui pouvaient permettre de sortir de crise. Au moment où la question était claire, qu'il était question des 8 ans passés à la tête du pays et à la tête du parti, et qu'on ne pouvait faire plus que 8 ans, la solution que moi j'avais envisagée et que j'avais cru qu'il allait épouser, non, on ne peut pas faire plus que 8 ans. Mais Maître Agboibo a fait plus que ça, il a fait 17 ans. Non, après la période des présidents fondateurs, la période, vous savez, on a initié... Les présidents fondateurs, ils ont tous les droits, les autres... Vous voulez que je vous explique? Nous avons connu la démocratie au Togo avec le multipartisme, avec la période des présidents fondateurs, où au moment où ils ont créé le parti, personne n'imaginait, personne ne rêvait, personne ne demandait qu'ils partent. Les gens se sont même opposés au départ de Maître Agboibo et d'un certain nombre d'autres. C'était la situation. Alors, lorsque nous avons créé un parti, nous avons fait un premier congrès en 1995. Vous vous ramenez? Après, il y a eu les troubles sociaux, politiques, etc. Et c'est en 2008 que nous avons pu faire le deuxième congrès. Il y en a eu au moins 2 congrès. À partir de ce congrès, où nous devons reprendre les rênes du parti, nous-mêmes, nous nous sommes imposés cette règle-là, que parce que nous demandons au régime la limitation du mandat, nous allons nous imposer de manière stricte la limitation du mandat. Samuel, vous voulez que je me mette dans une situation de « on dossier au boisson, c'est Agblé ». Je ne suis pas éduqué comme ça. Non, laissez-moi appuyer sur ce point que je n'ai pas été éduqué à ravaler le crachat que moi-même j'ai sorti de la bouche. On a entendu à l'époque, après 2008-2010, que Maître Agboibo aurait dit qu'il va remplacer Apevon par Kissi. Quid, c'est le Congrès qui décide. Il a dit quand même ça. Je dis, c'est le Congrès qui décide. Mais est-ce qu'il a dit ça? Moi, je ne suis pas au courant. Ce que moi j'ai su et que je peux reconnaître, c'est que au moment où la crise finalement était venue, il fut arrivé un moment où, compte tenu de l'évolution du parti, et ce n'était pas en 2010, un certain nombre de responsables du parti
Donc Maître Agboibo avait pensé que je tiendrais mieux le parti. Mais ce sujet n'est jamais venu, ni au comité directeur, ni au présidium. Personne ne peut vous dire une seule réunion où je me suis déclaré candidat comme qui que ce soit, ou Maître Agboibo ou un autre du parti m'a proposé candidat comme qui que ce soit. Mais vous en rêviez? Non, je n'en ai jamais rêvé. Je n'en ai jamais rêvé car au moment où Maître Apevon même, en 2014, pour une première fois, m'a posé la question de savoir qu'il y a des rumeurs comme ça, je lui ai dit tout simplement, mon frère, si quelqu'un doit me faire chef du CAR, c'est toi qui vas me faire chef du CAR. Que si ce n'est pas toi qui me fait chef du CAR, je ne... Et d'autres sont venus chez moi à la maison, j'ai dit ça. Donc, quand les gens, dans un émoi de provocation, de méchanceté, pendant que moi-même je ne me prononce pas pendant la crise, sont allés sur les médias pour vilipender mon nom, j'ai écouté. Il fut des moments où j'ai eu envie de réagir vivement, mais je vous dis, il y a des prêtres qui m'ont conseillé. Certains ne m'ont même pas rencontré. Ils m'ont envoyé des gens de ma famille. Ils ont rencontré des gens de ma famille. Ils me les ont envoyés avec des conseils en me disant, non, il fut des moments, ce que j'ai subi. Quand vous le subissez, vous ne pouvez pas vous taire. Je vais vous lire ce commentaire. Peut-être que ça va vous fâcher, je ne sais pas, mais nous avons l'habitude d'être assez directs et nous lisons ce que les gens envoient. Comme Edem Adjesode dit, parlant de vous, il dit, lui, je ne sais pas s'il est avec son beau-père ou son ami. Je ne sais pas de quoi il parle. En parlant de votre relation avec Maître Agboibo. S'il est avec son beau-père ou son ami. Qu'est-ce que ça a à voir? Parce qu'il y a des rumeurs qui disent que vous auriez épousé la fille d'Agboibo. Moi, je ne sais pas. Et le commentaire vient, je vous le lis pour que vous y répondiez. Donc, la personne suppose que vous avez déjà votre camp. Mais est-ce qu'on n'a pas honte? Non, mais est-ce qu'on n'a pas honte dans ce pays? Est-ce qu'on n'a pas honte? Je vous dis tout à l'heure que la relation que j'ai eue avec ces gens-là, c'est une relation vraiment de famille, d'un père et d'un aîné. C'est la relation que nous avons vécue. Ma femme est là, le papa de ma femme est décédé. Le papa de ma femme est décédé, ma femme est de ma préfecture. Elle est d'Agnorokopé, elle n'est pas de Yoto. Mais voilà un peu. Mais est-ce que nous n'avons pas honte? Moi, si vous ne posez pas la question, je suis obligé de vous répondre. Oui. Sinon, ce n'est pas des sujets dont on veut répondre. Non, ce n'est pas le macaroni des Togolais. Je suis désolé. Si on veut faire le débat au bas de la ceinture, il y a quelqu'un qui dit souvent, je crois que ça doit être Nicolas Lawson, que chaque peuple mérite son dirigeant. Si nous sommes des gens qui voulons rester sur ça, mais comment est-ce que nous allons évoluer? Dans toutes les manifestations officielles, je vais avec ma femme. Les gens le connaissent. Vous allez chez le chef canton d'Agnorokopé et vous dira c'est sa nièce qui est ma femme. Alors, qu'on aille raconter des choses comme ça, dans une situation de parti, c'est quand même dommage. C'est quand même bien dommage, quoi. Jules Sankara Lawson, ne pense-t-il pas que la scission qui vient d'avoir lieu au CAR serait similaire à celle de l'UFC quand on sait que ce dernier n'est plus, dont s'adversaire dernière n'est plus que l'ombre, n'est plus qu'une coquille vide? L'UFC. Oui. Est-ce que ce ne sera pas pareil pour le CAR? Mais je pense que la réponse que vous avez donnée... La réponse, je l'ai déjà donnée. La quasi-totalité des fédérations sont restées. Alors que dans l'autre cas, la quasi-totalité des fédérations sont allées à l'ANC. Voilà un peu. C'est-à-dire que le problème qui s'est passé... Vous avez vu le congrès fondateur du parti de Maître Apevon, vous avez vu le monde? Oui, mais nous, on ne fera pas comme ça. Vous ferez comment? Le CAR, vous connaissez les congrès du CAR, non? Les congrès et les conseils nationaux du CAR. Nous avons l'habitude de tenir nos congrès à la foire Togo 2000 ou à l'hôtel Sarakawa. Nous faisons un congrès brillant. Les congrès du CAR ont été toujours brillants, mais rationnels. Nous ne faisons jamais de congrès import-export. Et nous ne le ferons pas. Parce que ce n'est pas ça. Mais moi, je vous dis ce que vous, les journalistes, vous avez dit. J'étais à Paris lorsque ça se passait. Mais nous ne ferons jamais de congrès import-export. Nous ferons le congrès que les gens connaissent, que nous avons l'habitude de faire. C'est peut-être une manière de vous rassurer, de dire non, c'est de l'import-export, ça ne nous fait pas peur, alors que peut-être il a fait quelque chose de grandiose, est né comme ça. Mais ce n'est pas ce qui intéresse. La grande messe n'est pas le sens de poids de la tenue d'un parti. Vous avez vu des partis qui sont venus et qui ont fait grande messe, qui sont éteints juste après. Le sens n'est pas ça. Un parti, c'est des valeurs. C'est des valeurs. Il y a des valeurs même qui sont impopulaires, mais vous le soutenez. Et le CAR a été construit sur des valeurs. C'est pour ça que j'ai refusé cette histoire de personne. À partir du moment, c'est-à-dire que ce que je ne pouvais pas accepter, c'est lorsque
le mandat est arrivé à sa fin et que vous dites que si votre mandat est fini et qu'on vous demande de partir de la tête d'un parti, vous allez enterrer le parti pour créer quelque chose d'autre à sa place. Je n'ai jamais été éduqué comme ça. Je ne ferai jamais ça. Un parti est construit sur des valeurs. Et quand vous parliez de ma personne tout à l'heure, ce qui me passait par la tête, c'est ceci. Un parti, ce n'est pas un bien personnel, ce n'est pas ce que je vais devenir. Un parti, c'est un ensemble de valeurs qui peut prendre le pouvoir, qui peut construire un pays. Et par rapport à ça, en tant que militant, ce que vous devez chercher d'abord, c'est comment vous sacrifier, vous saignez pour soutenir le parti. Et non ce que vous pouvez aller gagner au niveau du parti, au niveau du poste. Nous reprochons à ceux qui nous gouvernent de s'accrocher au pouvoir, de vouloir conserver au pouvoir. Si au niveau des partis, au niveau des syndicats, nous ne sommes pas en mesure de faire nos congrès, après la fin de nos mandats de partir, Samuel, vous savez que ça se passe aussi au niveau des syndicats? Vous avez vu la crise qu'il y a au niveau de la CSTT. Mais pourquoi dans tous les secteurs du pays, chaque fois que quelqu'un parvient à la tête d'une structure, lui-même, au moment où il cherche à prendre la tête de la structure, il fait des règles, il démontre qu'il est un bon démocrate, et quand la période arrive, où ça arrive à sa fin, vous voyez une crise qui éclate. Que ce soit parti politique, que ce soit syndicat, que ce soit association même. Je crois qu'il y en a au niveau de l'association de la société civile. Il y en a même eu au niveau d'associations de presse. Oh, c'est quand même grave. Mais pourquoi? Quel est ce syndrome-là que nous avons au Togo? Jacques, ici, on va finir l'émission tout à l'heure. Mais je m'en voudrais de ne pas lire les questions de Edem Komidometi et puis Émeric Ekpeche. C'est deux questions qui se ressemblent, donc je vais lire juste une seule. Il dit, lorsque les 9 députés UFC étaient chassés de l'hémicycle, le CAR disait que c'était un fait divers. Je ne sais pas, c'est lui qui le dit. L'avenir du CAR est juste à considérer comme faisant partie de ce nombreux faits divers. Nos députés ont déjà sécurisé leurs émoluments. Donc, comme on le dit au quartier, allons seulement. Alors, c'est pour savoir si aujourd'hui, ce qui se passe au CAR n'est pas aussi à considérer comme un fait divers. C'est à lui, c'est son analyse à lui. Mais moi, ce que je sais, c'est que ce qui s'est passé au CAR est derrière nous. Aujourd'hui, c'est un CAR dynamique qui va rebondir, que vous allez voir, qui va sortir des congrès des 13 et 14. Non, les 13 et 14 va se passer quelque chose. C'est-à-dire que nous avons vécu une crise. Et cette crise-là, moi je suis le premier à dire que c'est une crise de purification. Les gens qui ne croyaient pas en la valeur du CAR, les gens qui étaient là, vous savez, dans le CAR, vous voyez ceux qui sont restés, c'est ceux qui n'ont jamais été nommés à aucun poste, ni de ministre, ni de membres de la CENI, ils sont restés fidèles au parti. Nous qui sommes là, nous n'avons jamais eu de poste, quand bien même c'est nous qui avons tenu le devant de la lutte. Nous faisons partie de ce groupe-là, par exemple au niveau du phare avec Degli, qui n'avons jamais voulu, les Roumespero, qui n'avons jamais voulu de poste lorsque nous avons fait la conférence nationale. Degli, on l'avait obligé à prendre un poste. Donc, en fait, ceux qui sont restés au CAR aujourd'hui sont ceux qui ne courent pas derrière les postes. Sont ceux qui sont convaincus que la méthode que nous avions appliquée, après toutes ces erreurs que nous avons vécues, c'est la seule méthode qui peut permettre de sauver le Togo. Aujourd'hui, le Togo se trouve dans l'impasse. Et tout le monde attend de voir, chaque congrès qui passe, de voir si quelque chose de sérieux va sortir. Et jusqu'à présent, tous les congrès qui passent, tous les Togolais disent, il n'y a rien à mettre tout là-dedans. Je ne souhaite pas que le congrès du CAR se passe comme ça. Et j'en suis sûr, le congrès du CAR sortira encore une fois. On dit que le CAR, c'est le parti qui foisonne de réflexion, mais qui ne les met pas en œuvre. Non, encore une fois, le congrès du CAR du 13 et 14 sortira vraiment d'une proposition qui va être une lumière pour ce pays. Ce que nous voulons cette fois-ci, c'est de trouver comment ensemble, avec les autres partis, créer une synergie pour mettre ces idées-là qui vont sortir en œuvre ensemble avec les autres partis de l'opposition. Est-ce que je suis en train de parler au prochain président du CAR? Non, ça ne m'a pas traversé la tête. Jusqu'à ce que je sois assis chez vous ici, ne m'a pas traversé la tête. Vous savez, moi, tous les postes que j'ai eus en politique jusqu'à présent, je n'ai jamais sollicité aucun. Je n'ai jamais sollicité aucun. Vous avez vu qu'en 2016, j'étais très actif. J'étais au centre des événements du CAR. On m'a sollicité pour être candidat, mais je n'ai pas accepté d'être candidat. Parce que j'étais revenu en 2006 d'exil. Alors j'ai dit, non, je veux plutôt accompagner les autres. Et demander peut-être à Mme Adjamagbo pour que, en 2013, je sois encore candidat. On m'a encore sollicité à plusieurs reprises. Et vous vous souvenez qu'en 2013,
en fait, je pilotais la liste de Lomé. C'est à la dernière minute qu'on est allé changer à la CENI la liste de Lomé pour que j'aille à Vaughan. On m'a demandé d'aller tenir Vaughan. Et comme un enfant sage, j'ai accepté. Je suis parti de la liste de Lomé pour aller tenir la liste de Vaughan. Je suis quelqu'un qui a été éduqué et qui croit constamment que sur des grands sujets comme ça, ce n'est quand vous courez derrière quelque chose, vous ne pouvez pas l'avoir. Et que ce que vous devez faire, ce qui est une mission à faire, que Dieu vous le donnera sans que vous ne le demandez. Je considère que comme la plupart des enfants du séminaire ne sont pas des enfants qui eux-mêmes en naissant disent qu'ils vont devenir prêtres et sont allés le chercher. La vocation vient. Ou quelquefois même c'est pour les punir qu'on les envoie au séminaire et qu'on découvre que c'est une vocation. Je considère que au niveau du CAR, je considère qu'au niveau politique, la fonction est comme ça. Que ce que nous avons, c'est les valeurs que nous demandons et non les postes. Et c'est pour ça que j'ai été triste dans cette crise-là, que la recherche du maintien de la conservation d'un poste puisse nous amener à arriver à ce point-là. Je prie Dieu que ça ne m'arrive pas et je demande aux évêques, aux prêtres et aux pasteurs qui m'ont conseillé, qui m'ont envoyé leurs conseils, de continuer chaque fois qu'ils voient une situation difficile au niveau de ma vie politique, de continuer de me conseiller et de m'envoyer des messages. J'espère ne pas avoir donné une réponse embêtante à aucun des conseils qui est venu et j'espère qu'aucune de ces personnes-là ne peut dire aujourd'hui que ce qu'il m'a dit, je n'ai pas tenté au moins de le mettre en œuvre. Jacques, si je vous pose la dernière question, vous y répondrez par oui ou par non. Aboibo va revenir à la tête du CAR? C'est le Congrès qui en décidera. D'accord. Alors, vous avez maintenant 30 secondes pour vos vœux. Oui. Quel vœu je peux faire pour les Togolais en ce moment? Je veux faire un vœu qui est totalement différent et aux antipodes de ce que les Togolais ont l'habitude de vous habituer. Je ne vais pas faire de vœux comme si, en fait, la période des vœux, c'est des choses qu'on implore et qui tombent du ciel. Rien ne tombe du ciel. Tout vient par les hommes. Dieu ne fait rien comme vous dites, ça va un jour, quelqu'un va descendre du ciel ou un nombre va descendre du ciel et va le faire pour nous. Parce que plusieurs sont à nous dire que la situation togolaise, c'est Dieu seul qui va le régler. Non, ce n'est pas Dieu qui va régler la situation togolaise. Dieu va passer par des hommes pour régler la situation togolaise. Donc, si les hommes ne font pas ce qu'ils doivent faire, la situation du Togo ne sera pas réglée. C'est le message que je voulais envoyer. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais souhaiter aux Togolais, aux forces démocratiques, une année de courage et de détermination. Un peuple ne peut pas se laisser piétiner jusqu'à ce point. Un peuple ne peut pas se laisser enculer jusqu'à ce point. Non, c'est grâce à notre détermination. Moi, je considère les périodes de fin d'année et les périodes de début d'une nouvelle année comme une période pas pour regarder le ciel ou aller faire des sacrifices. Aucun miracle ne descend d'un sacrifice, on verse du sang, etc. Non. Je considère le début d'une année comme une période où on fait un bilan. Et on prend des résolutions parce que c'est un nouveau départ. C'est le nouveau départ où on prend des résolutions. On prend la détermination de faire de cette façon, de changer les choses. Et c'est cette détermination-là. C'est ce courage que chaque Togolais, chacun de nous doit prendre pour reprendre la lutte, pour se mobiliser, pour renverser la vapeur, pour briser les chaînes. Togolais, nous avons besoin en 2017 de briser les chaînes parce que 2018 est une année électorale. C'est ça que je demande aux Togolais. C'est le vœu que je fais pour nous, que nous tous nous engagions dans ça. Voilà. Merci pour ces vœux, Jean Kissi, et merci d'avoir répondu et d'être notre premier invité pour 2017. C'est moi qui vous remercie. Le hasard a fait la part des choses. Nous qui croyons en Dieu, disons que c'est peut-être un signe du destin. Jean Kissi, secrétaire national du Comité d'action pour le renouveau et député à l'Assemblée nationale. On est sur l'actualité de ce 1er janvier 2017 est terminée. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve le dimanche prochain. On continue ensemble les débats sur Facebook Samuel Niaoui. Sur YouTube, cette émission sera en ligne dès lundi. Merci à toute la diaspora sur www.lcftogo.com. À la prochaine.